Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de CSS Télévision, canal studio satellitaire Les Reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman Excellencia. Ici, c'est votre émission Duel, les grands rendez-vous ici sur la chaîne de la maman nationale. Je suis accompagné ce matin de la grande équipe de cette émission. Nous avons Monsieur Philémon, ça va? L'homme sage de la régie, notre chef régie finale, je vois Monsieur Freddy, Papa Freddy, ça va? Côté réalisation, je vois Monsieur Lazik, la main ingénieuse, Lazik, ça va? Côté son, je vois Monsieur Sacré qui est là, Sacré, ça va aussi? Voilà, derrière la caméra, je vois Monsieur Andrick. Et l'autre, j'ai oublié le nom, ça va venir. Sur ce plateau, je suis avec Maître Rodrigue Ramazani. Il est porte-parole de l'envol, parti cher à l'honorable Délice Essanga, l'homme intelligent de mon pays. Ça, c'est vrai, il est intelligent. Monsieur Rodrigue, soyez les bienvenus. Merci Delphin pour l'invitation et l'honneur que vous faites à mon parti. Je transmets les salutations du candidat président de la République, Délice Essanga, à la population congolaise qui nous suit à cet instant. Et je salue les compatriotes avec qui nous allons échanger autour de questions de la République, dans l'espoir que nous allons mener un débat républicain dans le cadre d'un respect mutuel et voilà. Ok, mais parce que vous avez dit Délice Essanga, il est candidat président de la République, mais quelqu'un m'avait dit, ici au Congo, on ne veut plus les rebelles comme candidats, comme des candidats présidents de la République. On a même cité aussi Délice Essanga comme un ancien rebelle. Vous pensez que ça serait une très bonne chose d'avoir des rebelles comme des candidats? Bon, vous savez, moi j'ai toujours considéré tous ceux qui se sont battus pour l'avènement d'une démocratie, d'une nouvelle république, par les voies des armes. Je ne les ai jamais considérés comme des rebelles parce qu'ils ne se sont pas rebellés contre un pouvoir légitime. Okay. Ils se sont rebellés contre un pouvoir dictatorial. C'était quel pouvoir? C'était quel pouvoir hein? Le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Dans le régime Kabila. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Kabila a fait son temps, son père a fait son temps. Le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, ils ont pris des armes pour faire entendre la voix de la population, l'intérêt qu'on avait tous pour avoir une vraie démocratie. Et ce combat a donné des fruits. Aujourd'hui, nous avons une constitution parce que la lutte pacifique à l'époque, on doit tous être d'accord que la lutte pacifique ne nous a pas donné cette démocratie, c'est la lutte armée qui nous a amené à ça. Donc moi, je considère tous ceux qui ont fait cette lutte comme des résistants, comme des révolutionnaires, non pas comme des rebelles. Ok, merci. Donc le régime Kabila, c'était un pouvoir des gens qui n'ont pas respecté les normes, en vous écoutant. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Mike Gardi Diana, un analyste politique, journaliste intelligent de mon pays. Il aime bien la nation, hein. M. Mike, soyez le bienvenu. Merci Delphin, je profite pour saluer également le co-débatteur et la grande équipe technique derrière, mais surtout la population congolaise qui suit cette belle émission. Alors, la question d'un diaspora, est-ce que ça serait important d'avoir des candidats présidents de la République, mais les gens qui ont touché aux armes, des rebelles, les gens qui ont les sangs entre leurs mains, est-ce que c'est une bonne chose pour la démocratie ? La démocratie nous interdit aussi de pouvoir établir des jugements de valeur sur des gens sans connaître les mobiles d'une lutte ou encore d'un combat. Si vous on peut tuer dans la démocratie? S'il vous plaît. Si vous me posez la question, je vous dirai d'emblée qu'il y a rebelles et rebelles. Ok. Si vous voulez prendre les choses dans le sens intégral, on considérait M. Laurent Désiré Kabila comme un rebelle, mais pensez-vous qu'aujourd'hui un Congolais peut se regarder en face et dire que c'était un rebelle? Non. Il a utilisé les armes, mais pour une cause noble. C'est ça la différence. Cause noble, chasser Mobutu, c'était cause noble. De la manière que nous tous on connaît là. Bon, si vous voulez remettre en question l'histoire, je pose la question. J'ai compris votre question. Vous parlez de la cause noble. Si vous voulez remettre en question l'histoire, dans la démocratie, vous en avez le droit. Ne me faites pas dire ce que vous avez en tête. C'est ça le problème. Vous avez dit la cause noble. Donc, Kabila en chassant Mobutu, c'était une cause noble. Non, mais pourquoi vous voulez que je redise ce que j'ai déjà dit? C'est moi qui l'ai dit, non? APJ. Ok. Donc, en gros, faites la part de choses. Donc, je crois que quand vous parlez de ceux qui ont touché les armes, essayez de définir un peu qui a touché les armes, pourquoi. C'est ça la grande différence. On peut toucher les armes pour une bonne raison. Effectivement. Merci. Alors, Maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple
les saluts du peuple. Mais vous aimez beaucoup Joseph Kabila, vous l'avez dit ici, et vous m'avez dit aussi que vous serez candidat président de la République, mais plus les candidats des orphelins. Donc Kabila et Tshisekedi, c'est déjà vos électeurs. Soyez le bienvenu. Merci, monsieur Delphin. Je le dis que il n'y a personne qui n'aime pas Kabila en fait. Quand tu aimes beaucoup insinuer sur l'amour que j'ai envers Il y a personne qui n'aime pas Kabila. Oh, mais Faïlou l'a dit, Faïlou a refusé de coaliser avec Tshisekedi, de venir l'aider parce qu'il y a la main de Kabila derrière Tshisekedi. Faïlou n'aime pas. Il a refusé de s'adapter simplement, mais pas de Kabila qu'il s'agissait. Oh, Faïlou aime aussi Kabila. Quelqu'un qui est en retard de l'adaptation ne peut pas impérativement parler de l'amour. Qui est en retard? Fayoulou. Martin Fayoulou. En retard d'adaptation sur le système actuel de choses. Ok. Puisqu'il ne peut pas aujourd'hui devenir chef de l'État en négligeant celui qui est devant. Ok. C'est pratiquement impossible. Ok. Donc autant qu'il n'a pas pris en considération celui qui était devant lui, il ne pouvait pas être président de la République. Ok. Voilà, donc il fallait faire un deal. Il fallait faire un deal parce que Fayoulou avait refusé même le rendez-vous. Il semble, il avait refusé l'appel. Il a refusé de s'adapter en fait. Non. Il a refusé de s'adapter. Fayoulou a dit il a refusé de trahir le peuple. Non. Puisque la trahison, il n'a pas le vrai sens de la trahison. Quelle est la relation entre sa position politique et l'amour? Il vient répondre. On peut être adversaire sans tomber dans l'inimitié. Ok. Donc, dans la haine. Je vais envoyer cette émission à Fayoulou. Ça n'a rien à faire avec l'amour. Fayoulou aime Kabila. Tshisekedi aime Kabila. Tout le monde aime Kabila. Donc, ça n'a rien à faire. Non, pas tout le monde. Ne parlez pas à la place des autres. Vous ne connaissez pas les cœurs des Je n'ai gens. pas encore eu quelqu'un qui a voulu me dire qu'il le hait. Mais il y a des gens qui ont détesté son système. Bon, il y a les gens qui n'apprécient pas Kabila, mais Donc, pas... son système, il y a de pas l'haïr, peut-être, mais... Moi, je des connais gens des gens qui ont déclaré que nous n'avons pas aimé le système implanté par Kabila. Mais l'individu Kabila, je n'ai pas encore vu une seule personne qui me dit que non, Naïnakaï. Ok. Bon, si tu connais ces gens-là, ok, ça va, ils sont contre les écritures bibliques. Alors, Mon grand-père. Alors, Maître Armand, on peut avoir, en 2023, les candidats présidents de la République qui a touché aux armes, a tué les Congolais pour une bonne cause. Pourquoi vous voulez réduire la rébellion seulement aux armes? Nous avons des rebelles. Non, j'ai posé la question, parce qu'il y a la question de Denis Sessanga ici. Le ici. terme rébellion, comme révolte, ne veut pas dire simplement celui qui a touché les armes. Nous avons des gens qui s'opposent à l'autorité ici, qui sont des rebelles. Moi, je parle des armes. Ça, la question est précise. Pourquoi ont-ils touché des armes? Voilà. Contre celui qui a des armes. C'est-à-dire que le révolte doit être proportionnel. Pour que nous puissions pas faire partir ce système ou ce pouvoir ou cette autorité, puisqu'il a des armes, nous ne faisons partie pas des armes. C'est aussi une forme de rébellion. Il y a plusieurs formes de rébellion. Donc, Denis Sessanga pouvait faire la rébellion contre Kabila. Kabila pouvait le faire contre les lois Mobutu. de la République acceptent que la rébellion, c'est un terme qui est dans les lois de la République. C'est-à-dire, on reconnaît qu'un Congolais est sensible de se rebeller, de dire non ou se révolter contre le pouvoir en place, si celui-ci ne correspond pas à ses... Et tuer ses propres frères congolais pour... La mort ne fait pas partie de la rébellion. Ok. La mort ne fait pas partie de la rébellion. Allons-y dans les choses claires. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui nous tuent ici dans nos bureaux. C'est ça, Kabila et ils sont éligibles. Non. Ils sont éligibles. C'est ça, Kabila. Mbata. Vous dites Mbata, c'est ça. Mbata, fille du RCD. C'est ça, Mbata. Jean-Pierre Bemba. Il faut citer tout le monde. Okay. Je dis, dans celle de l'Union sacrée, dans la chaîne des mamans nationales, vous cachez. Non, je pose des questions. Vous l'avez cité, c'est pas un problème. Non, tu l'as cité sur ces sangs rebelles. C'est pourquoi moi je vous demande d'insister sur Bemba rebelle. On avait posé la question de Sessanga, voilà pourquoi je cite son nom. Mais vous avez plusieurs. Il est digne d'être. Mais je peux te dire, il y a des gens qui ont vraiment le sang de Congolais, ceux qui ont pendu il peut postuler, sa candidature ne connaîtra pas un problème en rapport avec cette rébellion-là. Donc la rébellion n'a rien à faire par rapport à la volonté de diriger son pays. Merci. Et si on y présente des capacités. On peut être compétent mais en étant rebelle. Alors, monsieur Aristote Ngarim, au cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, Kabangé, malgré on dit que Kabila ne vous considère plus, vous les PPRD, mais vous les forcez seulement à revenir. Soyez les bienvenus. Merci très cher Delphin pour cette invitation, pour cette convocation. J'estime que c'est une joie immense de se retrouver ici. Surtout, j'apprécie l'équipe constituée pour ces débats. Je suis fort convaincu, intimement convaincu, que ce sera un débat de haut niveau et nous allons faire un effort d'éclairer le citoyen congolais, premier élément. Deuxième élément, je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD, porte-parole adjoint du PPRD, parce que
puisqu'il n'y a qu'un seul PPRD, de Joseph Kabila Kabange, président national, secrétaire permanent. Jimmy Galas, si j'ai vu Jimmy Galas en train de créer son PPRD là avec les jeunes. Quand on parle de gens sérieux, il ne faut pas toucher de parasites. Vous dites Quand on parle de gens sérieux, de vrais militants du PPRD, il ne faut pas toucher des parasites. Ok. Certains sont venus au PPRD en 2018. Ok. S'il vous plaît, je parle des choses sérieuses. Dans les opportunistes. Je parle des choses sérieuses. Je porte la voix du PPRD. Je suis un officiel. Raison pour laquelle je vous dis que le parti de Joseph Kabila, puisqu'il n'y a qu'un seul parti, ainsi qu'Emmanuel Ramazan Shadari, nous sommes errés. Vous nous avez laissé cet espace pour s'exprimer, bien que c'est une chaîne très connue, avec une ligne éditoriale connue également. Mais merci de nous avoir accepté pour changer le candidat naturel du PPRD. Le candidat naturel de Front commun pour le Congo, le camarade Joseph Kabila Kabange. Beaucoup sont en train de dire... Candidat naturel. Je répète encore, le candidat, il avait échoué. Je répète encore, le candidat naturel du PPRD, le candidat naturel du Front commun pour le Congo, c'est le camarade président national Joseph Kabila Kabange. Le Front commun existe encore? Beaucoup sont en train de dire, de pérorer de gauche à droite, Kabila a laissé le pouvoir, Kabila il est dans les affaires, Kabila ceci, c'est parce qu'ils ne sont pas au PPRD. C'est parce qu'ils ne vivent pas, ils ne voient pas ce que nous sommes en train de peaufiner en interne. Je peux vous dire, Kabila n'a pas laissé le pouvoir, n'a pas laissé la politique. Kabila veut encore revenir. C'est ça son désir le plus ardent. Kabila veut revenir ou vous forcez Kabila à revenir? Il y a une nuance. Parce que je vous le dis. Ferdinand Kambere a confirmé ici. J'étais avec lui. Shadari vous le dit sans arrêt. Et je confirme encore. Joseph Kabila Kabange veut revenir au pouvoir. C'est ça la position du PPRD. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? S'il revient, il peut continuer à faire. Parce que 18 ans, on estime que c'est déjà beaucoup. Kabila avait tout le temps de faire les choses qu'il pouvait. D'abord, Kabila a respecté la Constitution. Il a consommé ses 2 mandats. Il s'est retiré. Il a respecté la Constitution. Il y a eu une passation civilisée du pouvoir. Un président sortant et un président entrant. Donc, ce chapitre, c'est déjà fermé. On n'en parle plus. Maintenant, il revient comme un citoyen normal. Il peut encore repostuler. Il peut encore postuler, allais-je dire. Il peut encore être candidat président de la République. Donc, Joseph Kabila Kabange, avec son parti politique, nous avons essayé de revoir nos projets de société, revoir nos idées, revoir nos programmes. Et Joseph Kabila Kabange est le porteur de ces programmes, le porteur de ces différentes visions que nous avons conçues en CDPPRD. Et c'est lui notre candidat. Je ne mâche pas le mot. Donc, au sein du PPRD, il n'y a pas la relève. Kabila Kabange est le candidat naturel du PPRD. Le parti ne peut pas exister parce qu'il y a des professeurs. Mais en 2019, en 2018, Kabila n'était pas candidat. Il y a eu Emmanuel Ramazan Shadari. Emmanuel Ramazan Shadari n'avait pas démérité pour être président de la République. Il n'avait pas démérité. Il avait échoué quand même. J'étais dans son équipe de campagne, j'ai sillonné le Congo. Je peux vous dire qu'il n'a pas démérité. C'était une volonté politique. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il s'est retiré. Et Joseph Kabila Kabange est notre candidat président de la République. Alors, pas de problème, monsieur Aristote Ngarimé, mais vous n'avez pas répondu. Bon, c'était pas une question, mais j'ai suivi Ramazan. Ici a dit que l'honorable Sissanga avait fait la rébellion contre... La lutte armée. Parce que je vais placer un mot. Parce que vous parlez trop de l'honorable Sissanga. Moi, je pense que Delphin, c'est au peuple de juger, d'apprécier. Contre le régime Kabila. S'il faut baisser le bretelle de l'honorable Sissanga, c'est au peuple de trancher. Il a ses bretelles, il a ses ambitions comme acteur politique, c'est normal, mais il faut qu'il soit évalué par le peuple. Ce n'est pas à nous ici de dire Sissanga sera candidat ou il est... D'ailleurs, on n'a pas cette compétence, cette qualité. Moi, j'estime qu'il faut qu'il soit évalué par le peuple. Merci. Alors, j'aimerais ouvrir ces débats. On va parler de la proposition de la loi Tchani, mais j'aimerais quand même, avant qu'on y entre, je vais revenir vers vous, M. Ramazani. Je donne la parole à M. Mike Gardidiana. Oui, nous voulons que le Congo soit dirigé. Donnez-moi la photo de Noël Tchani ou de Kadima ou de la CENI. Tout dépend de vous. Nous voulons que le Congo soit dirigé par les vrais hommes, les hommes capables, les hommes qui comprennent les réalités de la RDC pour élever les défis de la République démocratique du Congo. Selon vous, comme un homme intelligent de mon pays, quels sont les vrais critères que le Congo peut mettre sur la table pour avoir un président de la République à la tête de la RDC?
Merci pour la question. La lourde responsabilité que tu me confies de pouvoir établir une liste des critères. Non, une liste des critériums sur quoi on doit évaluer un chef de l'État, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Pourquoi? Parce que j'estime que dans la notion de dans la dynamique de la gestion de la République, je vous ai toujours dit, et je ne cesse de le dire, je ne suis pas de ceux qui croient à la providence des hommes. Okay. Je pense toujours qu'il s'agit d'une dynamique et il faut savoir la mettre en place. C'est quoi une dynamique? Aujourd'hui, le Congo a besoin de quelqu'un qui est capable de voir au-delà du bout de son nez. Okay. J'ai l'habitude de le répéter ici, le Congo est aujourd'hui un État qui a accumulé des arriérés du passé de l'histoire et que finalement, aujourd'hui, le Congo est à l'image de sa population. C'est-à-dire la population la plus reculée, si on peut dire, dans l'échelle sociale. Le Congo est devenu un État qui vit que pour des raisons de consommation. Dire que le Congo vit, ça serait encore un luxe. Le Congo survit. Aujourd'hui, ces Congolais ont besoin de quelqu'un capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Le Congo a besoin de quelqu'un capable de pouvoir maîtriser les différents agrégats, que ce soit économique, politique de la République, quelqu'un capable de donner une bonne impulsion et s'entourer des techniciens capables de porter ce projet-là. Okay. À mon sens, c'est ça. Mais la plus grande valeur qui aujourd'hui me conduit moi à dire que le Congo a atteint une misère intellectuelle, c'est la capacité d'avoir avoir un consortium de citoyens. Le Congo n'a plus de citoyens à ce jour. Le Congo n'a plus? Non. C'est fort ça. Si, je vous le dis. Quand même, le Congo n'a plus de citoyens à ce jour. Vous basez votre argument sur quoi? Le Congo n'a plus de citoyens? C'est comme si nous sommes un pays vide là. Vous pouvez me donner la valeur fondamentale d'un citoyen? À moi de poser des questions. On vous écoute. Le Congo a aujourd'hui une majorité des gens qui considèrent l'État comme une valeur marchande. Vous voulez que je vous donne l'exemple? Ok, on vous écoute. Aujourd'hui, l'inversion des valeurs a atteint un pic énorme. Ce qui mérite d'être utilisé pour l'intérêt général va vers les intérêts privés et ce qui est destiné au privé va vers le général. Vice-versa. Le Congo n'a pas un plus grand problème que la qualité d'homme. Okay. Et ces hommes-là qui doivent présider justement à sa destinée, ces hommes qui doivent définir des politiques cohérentes, et ces hommes-là doivent compter sur une dynamique, mettre en place une dynamique. Parce que quand vous parlez de question des élections ici, je vais vous dire une vérité. Parce que le problème n'est pas tant sur le candidat. Okay. Le problème sur la capacité de la population à déterminer les vrais besoins collectifs. Et le sens, le pour et le contre de chaque proposition faite par un candidat. Quand vous avez une population qui n'est pas capable de maintenir, de comprendre, de bien évaluer les enjeux, vous le demandez de choisir. Sur base de quel critérium va-t-elle choisir? Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de cracher sur la population congolaise. Je vais revenir vers vous. Mais M. Ramazani, parce que nous voulons que les choses changent, les Congo n'a plus de citoyens. Ça, c'est ce que M. Mike a dit. Il a encore ajouté, la population n'est pas en mesure de détecter et comprendre la personne qui peut gérer la destinée de la République démocratique du Congo, la destinée. Votre réaction d'abord? Je crois que sur cette posture, vous pouvez comprendre une chose, c'est la sommation en fait de l'histoire du pays. Okay. Dans la plupart des cas, on a toujours cru aux hommes providentiels, on a créé à de mythes. Vous savez, à un moment donné, on nous disait qu'il y avait quelqu'un qui détiendrait un livre d'or quelque part, ou dès qu'il aura le pouvoir, il sortirait ses livres d'or et que le Congo allait se transformer, même à l'accession à l'indépendance. Lorsqu'on accède à l'indépendance, certains pensaient que l'indépendance venait dans le sac de Lumumba, dans le sac de Lumumba pratiquement. Mais au-delà de ça encore, et à la finalité, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, on a cru aux mythes. Les mythes sont arrivés au pouvoir, rien n'a changé. On a cru aux leaders charismatiques, aux personnalités providentielles. Ils sont arrivés au pouvoir, rien n'a changé. Ce qui veut dire en réalité, Diana, il veut dire en réalité, l'offre politique est faible. Les Congolais, dans la plupart des cas, ont élu des individus, n'ont pas élu les idées. Or, je l'ai dit sur votre plateau, qu'en soi,
le Congo dans sa conception est une idée. Nous n'étions pas un peuple censé destiné à vivre ensemble. Il y avait le royaume Luba, il y avait les Congo, il y avait l'Empire. On n'était pas destiné à vivre ensemble. C'est le roi Léopold, de par sa génie, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher dans la manière dont la colonie a été conduite, c'est dans sa génie, dans son imaginaire qu'il a conçu les Congos. Après, il y a eu toute cette affaire de 1885, la division et tout ça. Donc, c'est ce que Diane avait dit en réalité face à la population. Notre peuple, pour les 3 cycles électoraux passés, on passait leur temps à voter les personnes. Je dis bien des personnes, des individus. Un candidat député qui se présente Mouanetou, l'autre qui se présente Nasoso Yamboka, l'autre qui se présente Soso Matembele Yassi. En réalité, il n'y a pas d'offre politique qui a été proposée à ce Congolais. Et la question qui se pose maintenant, face à ces cycles électoraux, après 4 ans, après 4 cycles électoraux, quel est l'enjeu que nous avons après aujourd'hui? L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas choisir des hommes providentiels, ni des mythes. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être derrière une idée, derrière une politique construite, bref, une offre politique à donner à la population. Que cette population élise en réalité un projet. Raison pour laquelle moi, mon parti, on a fait sens contraire. Parce que nous sommes basés sur les idées. Nous avons un candidat président de la République que nous ne mettons pas trop en avant. Nous mettons en avant les projets dénommés la refondation du Congo avec 5 axes. Nous proposons aux Congolais, pas l'homme c'est ça, nous proposons aux Congolais un projet politique. Que le Congolais adhère à ce projet politique, la refondation du Congo, en vue de transformer la société et de répondre aux failles de la gouvernance actuelle. Il y a de failles. Nous critiquons Tshisekedi, mais l'envol va au-delà de critiques de Tshisekedi. Nous proposons une alternative. Nous disons, nous sommes une alternative. Nous amenons un projet, la refondation du Congo aujourd'hui, et la refondation du Congo qui est en fait la solution aux problèmes que vous connaissez aujourd'hui. Hier, on a voté Félix Tshisekedi. Il est arrivé au pouvoir sans projet, sans planification, et nous avons tous les problèmes que nous avons. Alors, et aujourd'hui, l'envol vous apporte d'abord un projet. Après le projet, nous allons arriver à la programmation. Nous allons vous présenter un programme de gouvernance, timing d'exécution ou source de moyens, comment nous allons l'appliquer. Alors, merci M. Rodrigue Ramazani. Mais M. Armand Keka, j'ai l'impression que les gens qui sont en train de nous suivre, ils sont dans la confusion. Quand M. Ramazani dit, on a voté l'individu, pas le projet, pas le programme, mais tous ces candidats, ils ont eu à présenter quelque chose à la population. C'était quoi? C'était des projets, c'était des programmes, c'était quoi? En principe, ça c'est une problématique qui pose de sérieux problèmes. Ça touche même l'avènement de la démocratie dans des pays où il y a une masse d'illettrés ou de personnes moins informées. Et c'est pour cette raison que vous trouverez, nous disons que la démocratie de type occidental, c'est une démocratie complexe qui ne peut pas être appliquée chez les personnes non illuminées. Puisque c'était fait pour des personnes, des Illuminati, des personnes qui ont, comme mon ami a parlé, qui voient plus loin que le bout de leur nez. Les évoluer. Des personnes qui ont un génie titulaire. C'est-à-dire ils ont des attitudes qui voient plus loin. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous envions la démocratie. Les gens qui anticipent les réalités. Nous voyons la démocratie ailleurs, on dit non, c'est une belle démocratie. Mais ici, chez nous, non. La démocratie ne serait pas venue au format occidental, serait peut-être venue au format authentique pour parler d'une élection locale de sens beaucoup plus lié, où ma mère qui n'a pas un diplôme de licence ou de graduat peut comprendre qu'est-ce qu'on attend par l'élection. L'élection, à un moment donné, dans certains villages, on pose la question, comme nous avons vécu avec le référendum. Référendum en colonie. Donc les gens demandaient le référendum, était une personne qui viendrait visiter les gens. Vous comprenez? Après, ils ont compris que non, ça n'était pas un individu comme le Secopère passait pour tuer les écoles pendant le temps de Mobutu, mais c'était en fait une forme d'élection où la personne devrait s'exprimer devant une situation qu'elle ne comprenait absolument rien. Voilà ce que je dis. Donc nos députés comme nos dirigeants ont un problème puisque nous sommes en train de subir une démocratie mal assimilée. Comme mon ami l'a parlé, j'ai aimé, puisque quand vous amenez un tel système démocratique devant une population moins informée, les conséquences, c'est qu'il y a un sérieux problème de choix. Ils ne savent pas qui choisir. Ils choisissent le tribut, ils choisissent la langue, ils choisissent la proximité, ils choisissent le gain.
Ou ou l'intérêt. tantôt l'apathie que quelqu'un peut créer. Non, Naza Mouananabino, ayez pitié Ça de devient moi. un élément subjectif. Vous comprenez? Donc ça devient totalement hors le fond qui devrait donner un crédit au pouvoir, puisque le pouvoir qui émane d'un peuple, ce pouvoir doit d'abord être jugé par le peuple lui-même. Mais il y a un très mauvais jugement qui se fait et le peuple lègue ce pouvoir avec difficulté, avec méconnaissance. Raison pour laquelle le retour du pouvoir pose un problème et nous condamnons, nous qui avons des petites informations, nous disons à ceux qui ont reçu ce pouvoir que vous dirigez mal puisqu'ils n'ont aucune charge derrière, ils ne savent pas comment retourner. Peut-être ceux-là aussi, ils sont moins informés, mais ils ont reçu le pouvoir puisqu'ils sont membres de famille. Voilà, c'est le débat qui va même nous faire arriver dans la proposition du dessin que je vois en face de moi. Je vais revenir vers vous. Alors, M. Christophe Ngarimé, c'était la première question par rapport à la proposition entamée, la proposition de loi de Noël Tchani. Qui est celui-là qui peut être comme l'ange de la République pour sauver la RDC là où le pays se trouve? L'homme doit être comment? Merci, très cher journaliste. Je pense qu'il faut éviter de pleurnicher. Ok. Il faut s'assumer. Il faut faire face à son destin. C'est dans des crises qu'on détecte des grands hommes. Ok. C'est lorsqu'il y a un chaos que les grands hommes se démarquent pour dresser une ligne de conduite. Nous n'allons pas inventer l'homme congolais, mais nous pouvons recréer ou refonder l'homme congolais. On ne doit plus inventer. Il faut d'abord noter que le Congo accède à l'indépendance en 1960. On comptait à peine 8 universitaires. Il n'y avait pas assez d'élite. Il y avait à peine 8 universitaires. Parce qu'il y a un principe sacro-saint qui dit pas d'élite, pas d'ennui. Les colons avaient cette vision de former les auxiliaires. Former des auxiliaires, des gens qui sont préparés, formés pour de sales besognes, tout ça, secrétaire. On ne forme pas des élites. Contrairement à d'autres pays comme le Sénégal, je dirais même Côte d'Ivoire, où on formait les élites. Mais ici, ce n'était pas le cas. Donc le Congo accède à la souveraineté nationale et internationale. On n'avait pas d'élite. Il n'y avait pas des gens, en effet, outillés, possédant une vision de la gestion de la chaise publique. Il faut voir ce qui s'est passé en 1960 jusqu'à 1965, des crises, des rébellions, des désordres, un premier ministre qui révoque un président de la République, qui révoque un président, de telles scènes. Ce qui révèle à dire qu'il y avait un sérieux problème de casting d'hommes. Nous avons voulu avoir cette indépendance, mais il n'y a pas les hommes capables pour en effet assurer le destin. Premier élément. Est-ce que 62 ans après, 62 ou 61 ans après, devons-nous continuer à pleurnicher, dire qu'il n'y a pas d'hommes? Devons-nous dire qu'effectivement il y a une crise d'hommes? Oui, il y a crise d'hommes, mais ce qu'il faut noter, même s'il y a crise d'hommes, le grand leader se démarque lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a un problème. C'est alors qu'on détecte que ces messieurs peut amener ces messieurs peut amener la République dans une nouvelle direction. En effet, le premier élément qu'il faut noter, c'est le leadership. Ce n'est pas la foule en soi qui gère, bien qu'on parle de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et ainsi de suite. Mais il faut un leadership éclairé au sommet pour drainer la foule. C'est celui-là qu'on a besoin. Le leadership, il faut éviter l'autoflagellation. Mais il faut plutôt travailler sur un leadership éclairé, fort, pour amener les autres. Nous avions connu à un certain moment, certes le passé de notre pays est sombre, mais il y a des périodes, il y a des séquences où nous devons apprécier que nous avons connu tel leader, il a dirigé le pays dans telle direction. Donc évitons l'autoflagellation, travaillons sur un leadership éclairé. Et de tels hommes peuvent ressortir, on peut le retrouver aux milliers de Congolais. Est-ce que nous avons un problème de capital humain? Est-ce que le Congo a un problème de ces ressources-là? C'est la part de choses entre problème d'homme et problème de capital humain. Oui, oui. C'est deux nuances qu'il faut. Ok, je vais vous donner la parole. C'est pourquoi je joins ma voix à celle de Armand, quand il a évoqué cette question. Il faut former l'homme congolais,
faut former, je suis d'accord. Donc il y a manque. Justement, il faut. Je parle de former l'homme congolais. Donc ça, il y a manque. Justement, c'est une chose. Okay. Mais n'oubliez pas le principe que j'ai évoqué ici. Lorsqu'il y a une crise, c'est alors qu'on détecte des grands leaders. Les gens qui se démarquent. Les grands leaders se démarquent lorsqu'il y a une crise. On sait détecter celui-ci, c'est vraiment un grand leader. Bien qu'il y ait une crise, mais il s'est démarqué, il a conduit le peuple autrement. Okay. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Mais je crois qu'il faut refonder l'homme congolais, il faut retravailler l'homme congolais, il faut la conscience nationale, il faut le patriotisme, il faut le nationalisme, il faut travailler tout ça comme un package, en fait, de présenter un homme capable pour la République. Merci, M. Aristote Ngari, mais au cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. On parle de la proposition de la loi Tchani, on en parle. La matière a été retenue, et cette matière sera discutée au mois de mars ici. Cette proposition crée trop de divergences sur la toile et dans l'opinion, on en parle. Monsieur Mike Gardidiana, est-ce la proposition de la loi Tchani, cette proposition est contre la démocratie? Bon, je crois que vous aimez beaucoup trop la démocratie, vous pensez que c'est un package où il faut tout mettre dedans, mais je suis de ceux qui estiment que la liberté de proposition fait partie des éléments aussi, à mon sens, fondamental dans la réflexion d'une nation. Il n'est pas mauvais de pouvoir réfléchir. Le problème, c'est que le postulat de départ qui conduit à cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo se retrouve dans une situation où le gros de son malheur, entre guillemets, viendrait de l'infiltration et des étrangers qui ont pris presque place dans les différentes institutions et qui œuvrent pour non pas pour l'intérêt de la République. Okay. C'est un postulat aujourd'hui que beaucoup d'entre nous sur ce plateau, à moins que je me trompe, pourraient confirmer. Mais le problème, c'est que cette manière de faire, c'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème à la base. Il y a des éléments que j'évoquais au départ, que je vais encore évoquer, à la base sociologique et sociétale, qu'on veut résoudre par le juridisme. Je prends un exemple, je vais sur un exemple simple. Okay. Le problème, c'est qu'on estime qu'au niveau de la présidence, il faut être congolais des pères et des mères pour accéder. C'est une manière déverrouillée. C'est une manière déverrouillée, oui. C'est une manière d'avoir à la tête quelqu'un qui a de l'attachement direct et qui a une forme de, comment je dirais, d'amour inconditionnel pour la République. Mais est-ce que c'est un élément essentiel pour la dynamique de développement? Question mark. Le problème, c'est que si on va dans ces côtés-là, on verra que ça peut être une solution, mais une solution très faible. Okay. Et aussi, à quel niveau pouvons-nous déterminer le besoin de faire bien et de faire mieux si on veut rester sur l'approche de la notion des originaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une garantie que quand c'est un Congolais, il fera très bien, et c'est quand quelqu'un qui est aussi Congolais, mais pas des pères et des mères, à moitié, celui-là fera mieux. Je crois que c'est un débat, j'aime pas entrer dans les débats juridiques. Les juristes vont entrer certainement, mais à mon sens, je crois qu'on tente de corriger un problème à la base sociologique par les questions de droit. C'est quoi? Travailler sur la nature de l'homme dont on parlait ici. Quelles sont les valeurs d'un homme d'État? Quelles sont les valeurs de la République? L'éducation des nations. Le Congo a tellement de déficit sur ces terrains-là que seul le Congolais se retrouve face à des situations où il suffit de mettre un peu dans ses poches pour pouvoir retourner Casa contre la République. Ça, c'est un problème structurel. Que ce problème qu'amène la proposition loi Tchani pourra peut-être pas résoudre. Je me permets de le dire ainsi. Mais c'est un bon départ pour les autres. C'est ce que je dis. C'est un bon départ. Vaut mieux commencer. C'est ce que je dis. Laissez-moi finir. Ça veut dire que c'est un débat qui vaut son pesant d'or au regard de la réalité actuelle. Mais maintenant, la question, c'est dans les détails de cette proposition de loi. C'est là où ça pêche un tout petit peu. Ça pêche quel niveau? Soyez clair avec nous. Non, dans les détails de cette proposition, est-ce qu'on a pris les choses de manière radicale? Par exemple? Je donne un exemple. Okay. Quelqu'un qui est né d'un père congolais à 100%, mais d'une mère congolais à 50%. Qui naît et grandit ici, qui s'est attaché à la République, qui a donné tout, qui travaille, qui a même de la passion pour la République, au-delà de ceux qui ont les 4 parents originaires de la RDC. Au nom de quel principe on lui interdirait d'ambitionner pour pouvoir gérer la République?
Je crois que cette loi-là pourra passer, mais il faudra tenir compte des subtilités. Il faut entrer dans les détails pour pouvoir apporter une réponse cohérente. Peut-être on peut outiller la loi, mais en laissant cette loi passer. Je suis encore dans le postulat, parce que j'estime que ce n'est pas moi de faire des conclusions. Mais aussi, en fin de compte, je crois que dans la réflexion de cette proposition de loi, là où ça blesse, c'est généralement, j'ai envie de dire, le contexte et l'opportunité. Quand on vient à l'approche des élections, proposer une loi qui cadre avec un débat social qui a déjà eu lieu avant, c'est-à-dire où les gens estimaient que tel candidat n'était pas originaire et autres, il est plus facile que les gens tirent ces débats-là vers des questions, des approches d'ordre personnel et subjectif. Merci, je vais revenir vers vous. Là n'est pas vraiment le gros problème. Merci, je vois une autorité qui dit à vos invités de se dépasser. Alors, monsieur... Mais c'est pas ce que nous faisons. S'il vous plaît. Monsieur... en fait, la notion du dépassement chez les gens, c'est qu'il faut que chacun de nous parle politiquement. Monsieur Rodrigue Ramazani, est-ce vrai, cette proposition de loi de Noël Tchani, comme les autres le disent, cette proposition est contre même la vraie démocratie? Noël Tchani, c'est un dictateur avec cette loi, si réellement la loi passait. Delphin, cher Congolais, cette loi, en réalité, c'est quoi? C'est un débat. Un débat où on vous dit qu'il y a des Congolais qui sont de pur sang et des Congolais qui sont impurs. Ils seraient impurs parce que ce sont des Congolais qui ont un parent qui est étranger. C'est ça le vrai débat. Mais parce qu'ils sont impurs, il y a des fonctions où ces Congolais ne peuvent pas y accéder. Le Congolais de pur sang, même s'ils ont détourné l'argent de 100 jours, ils ont détourné l'argent de Chilangelou, ils ont détourné l'argent de paiement de nos compatriotes qui ont travaillé à l'époque de Covid-19. Jusqu'aujourd'hui, je les écoute, ils sont en train de réclamer, ils prennent l'argent qu'il faut construire des routes, des écoles, ils mettent dans leur poche, mais parce qu'ils sont quand même des Congolais de pur sang. Nous pouvons les admettre. C'est une loi nazie. Et je dirais loin. En fait, c'est que je comprends ce débat avec ces régimes. À un moment donné, le président de la République nous avait promis de faire de ce pays une Allemagne d'Afrique. Ah oui, c'est un souhait. Après évaluation, nous constatons que nous ne sommes pas devenus l'Allemagne d'Afrique. Certainement, le régime veut nous léguer aujourd'hui l'Allemagne d'Hitler. Vous dites l'Allemagne d'Hitler. C'est ça que le régime veut nous léguer, à défaut de nous donner l'Allemagne d'Afrique. Tu sais que c'est un démocrate. Il est de l'UDPS. C'est un débat. Non, écoutez, c'est un débat du régime, c'est un débat de l'Union sacrée, porté par un député de l'Union sacrée, boutiqué. Vous voyez, mais M. Tchani, là, qui maîtrise que les chiffres, vous rédigez une proposition de loi. C'était un professeur. Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Je vais vraiment vous dire que techniquement, politiquement, on vous dit de se dépasser. Ça a été travaillé dans le laboratoire de l'Union sacrée. Donc c'est un débat politique porté par la majorité au pouvoir. Maintenant, c'est quoi le problème de cette loi? Le problème, la question a été mal posée pour résoudre le problème. La question en réalité, lorsque vous suivez le débat, d'abord, ça pose la question de la pureté des sang, déjà très indécent et inexpliqué. Deux, ça porte les débats sur la loyauté d'un citoyen envers son pays. Est-ce que la loyauté d'un Congolais se mesure sur base du fait d'être de père et de mère? Est-ce qu'il n'y a pas eu dans ce pays des Congolais de père et de mère qui ont trahi? Je ne citerai pas les noms, allez lire les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies où on vous cite des généraux de père et de mère qui ont vendu des armes à Kunda Batouare. Des Congolais, des pères et des mères. Mais on vous dira aussi dans ce pays qu'il y avait un Congolais qui était impur, selon Noël Tchani, un Congolais impur, qui a donné sa vie pour la République démocratique du Congo. Il y en a plusieurs. Vous estimez qu'un Congolais, j'irai même loin, un Congolais par acquisition, qui vient au Congo plusieurs années, il implante des entreprises, il engage des Congolais, il paye des Congolais, il est moins patriote, il est moins amoureux du Congo et des Congolais qu'un Congolais qui a détourné l'argent pour payer ses compatriotes du Covid-19.
Jusqu'aujourd'hui, ce dossier reste lettre morte parce que c'est quelqu'un du régime. Arrêtez des débats. Si on tire les tiroirs, il y aura des cadavres partout. Mais c'est pas fini. Ici, j'aborde maintenant, les niveaux information. Les niveaux information, parce que nous avons des structures de base. Qu'est-ce qui nous reporte sur terrain après plusieurs rapports reçus au regard de cette loi, avant que mon parti prenne position? Vous savez qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans certains villages aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un chef de village qui est, par exemple, il est de chez moi, du Bandundu, à Mabunda chez moi. Il a épousé une dame Luba, n'est-ce pas? Ils ont un enfant. Mais on dit maintenant à ces chefs coutumiers que tu ne peux pas léguer le pouvoir ancestral à ton enfant parce qu'il n'est pas des pères et des mères de chez nous. Vous voyez, en fait, le problème de ces débats avec M. Tchani, c'est quelqu'un qui voit le Congo à la limite de Gombe jusqu'à Kingasani. C'est ça que vous pensez? Oui. Il voit le Congo à la limite de Gombe jusqu'à Kingasani. Il ne se rend pas compte du danger que ces débats peuvent apporter dans notre société. On nous dit, est-ce que vous avez déjà eu à lire l'histoire de certains pays? Nous ne sommes pas les premiers. Il semble qu'il y a un pays ici en Afrique, vous prenez l'Égypte ou la Tunisie, pas l'Égypte. Cette loi existe. Nous ne sommes pas les premiers si on adopte la loi. C'est mimétisme de mélange. Je suis aussi M. Tchani Nting, sortir des exemples à contre-courant. On n'a pas la même histoire. Je me souviens directement d'une phrase dans l'ouvrage du professeur Ndaïwel, l'histoire générale du Congo. Il dit le Congo est une sommation d'une histoire particulière et donc qui se ressemble à plusieurs combats qui n'ont jamais abouti, et que ceux qui gouvernent recyclent les passés, le mauvais côté de notre histoire pour le remettre sur la surface. Attention, nous avons notre histoire. Rappelons-nous qu'il y a eu plusieurs assises dans ce pays pour trouver la paix. Je crois il y a l'assise de Fall Victoria en Afrique du Sud, il y a l'accord de Lusaka, il y a le Sand City, il y a le Sand City ensuite. Dans tous ces accords, vous savez quel était le nœud du problème? C'était la question de l'accession au pouvoir et de l'exclusion des Congolais. Donc, lorsque vous allez puiser dans l'histoire de la Tunisie, qui n'a pas connu le même problème que nous, vous faites fausse route. Nous, notre problème ici, plusieurs personnes ont eu le courage de prendre des armes parce qu'ils se sont sentis, exclus dans la gestion de la chose publique, parce que leur nationalité posait problème. Et aujourd'hui, au nom d'une irresponsabilité inexpliquée, les amis du régime, les amis du pouvoir veulent nous ramener un débat dangereux qui va effriter la cohésion nationale, qui va fragiliser l'unité nationale déjà fragilisée et faciliter la balkanisation. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Tshisekedi a amené ce pays dans l'antichambre de la balkanisation. Nous avons de sérieux problèmes à résoudre ici. Il ne faudrait pas ressasser le passé du mauvais côté et venir les jeter au sein de la nation. Nous disons ceci, avant d'entrer dans les aspects techniques qui j'entrerai après. Sur le plan politique, ce débat est impropre à la consommation congolaise. Les Congolais, s'ils veulent que ces pays demeurent unis, évitons ces débats de l'union sacrée amenés dans le souci de nous donner l'Allemagne d'Hitler. Qui n'ont pas pu nous donner l'Allemagne d'Afrique. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. J'aimerais lire un message. S'il vous plaît, Monsieur Delphin, pour ces castings d'aujourd'hui, je suis vraiment heureux de suivre le jeune de mon pays en train de défendre la nation comme ça. Il y a des futurs candidats présidents sur ton plateau. C'est lui qui dit qu'il se dépasse. Qu'est-ce que lui comprend par les dépassements? Alors, Maître Armand Lokeka, est-ce cette proposition de loi énerve notre Constitution? Nous avons 229 articles dans la Constitution. Il y a ceux qui pensent que la loi est anti-Constitution. Oui, justement, j'adopte l'analyse communicationnelle et tenter de l'information de mon confrère en face, dans vol, au regard de cette proposition qu'on attribue faussement à M. Tchani. Faussement à M. Tchani. Il a fait porter ça. Non, je dis bien, qui n'a pas qualité de quitter son pays et venir proposer une loi qui doit porter son nom dans un pays étranger dont il n'a plus la nationalité. Parce que Tchani, c'est un Américain. C'est un Congolais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Partant de l'initiateur, il est étranger. Il est étranger pour autant que dans un dossier que lui connaît, il me regarde comme tu lui as demandé de me regarder. Il a un dossier judiciaire. Il regarde l'émission. Il a un dossier judiciaire et dans ce dossier-là, il a déposé ses documents avec son fils comme Américain. Des télégrammes de son ambassade qui le gère, qui avait adopté l'enfant dont il a fait enregistrer comme Américain, se trouvent dans le dossier judiciaire.
Moi, Congolais, je ne peux pas aller enregistrer mon enfant comme Américain, chez les Américains. Donc, c'est un contraste. Il ne peut pas, il n'a pas qualité. 2, en dépit de l'analyse politique que nous avons, que mon ami a conclu que c'est impropre, juridiquement, nous disons que cette loi, nous avons une procédure de contrôle de conformité à la Constitution, où on parlerait de l'inconstitutionnalité ou de la constitutionnalité de loi. Et que, en dépit du contrôle a priori, que doit subir tout contrôle de la constitutionnalité, nous portons une analyse en disant que ce projet ne peut même pas faire objet du débat. Comment ça? À l'Assemblée nationale, pour autant. Mais le bureau de paix, c'est là. Ça touche la question de la souveraineté, qui est réglée à l'article 5 de la Constitution. Et cette question de la souveraineté, c'est autant qu'on reconnaît à un Congolais qui détient une carte d'électeur d'exercer le droit politique et civique. Dont on parle est éligible et est électeur. Et c'est la question de la souveraineté, dont on reconnaît à un peuple qui doit être éligible, tout Congolais qui détient une carte d'électeur, il est électeur et est éligible. Et il arrive encore que ça touche la question sur les verrouillages de l'accession à certains postes que lui, dont sa loi appelle poste de souveraineté. Je ne sais pas. S'il y a quel poste qui n'est pas souverain dans ce pays? Non, il y a certains postes, le poste de commandement. S'il vous plaît. Alors évitons de parler de la souveraineté, parler de poste de commandement. Puisque la question de la souveraineté est définie dans l'article 5 de la Constitution, article 6 de la Constitution, où on reconnaît à un peuple cette souveraineté-là, et non à un individu. La souveraineté n'est pas reconnue à un individu, mais plutôt au peuple. Relisez la Constitution. Mais ici, la souveraineté, selon Tchani, devient une souveraineté personnelle. Même le chef de l'État ne nous arrache pas notre souveraineté du peuple que nous avons. Nous lui avons délégué pour nous gérer. En respectant la souveraineté qui est reconnue dans la Constitution. 2, ça touche la question de la nationalité, qu'il a appelé comme un verrou sur certains postes. Il y a ceux qui pensent que ça renforce, cette loi même renforce la nationalité. Vous m'avez posé la question, je suis en train de développer. Pour vous montrer que c'est une loi qui est un projet d'abord qui viole la Constitution et qui viole plusieurs lois organiques. Il ne faut pas toucher la question de la nationalité qui a été définie dans l'article 10 de la Constitution. Nous avions avec vous, dans ce plateau, donné un conseil au début de l'entrée du pouvoir du président Kabila. Peut-être pas ici, peut-être dans une chaîne de télévision. Moi, Maître Armand Lokeka, président de la République, je ne pouvais pas diriger la République avec une telle constitution. Même durant toute une année. Avec plusieurs faiblesses et d'ouverture incontrôlées qu'il y a eu dans cette constitution, puisque le préambule vous dit... Il ne faut pas dire ça, la constitution de Kabila. La constitution de Kabila a bien dit dans le sa constitution, il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas pour Kabila, mais lisez le préambule et l'exposé des motifs. Ça nous sortait d'une situation. Et que cette situation n'existe plus, il revêt au peuple, il n'est pas exclu, que l'on revienne dans la situation normale. Puisque quand on est sur un vol, on vous dit, serrez vos ceintures, on traverse une zone de turbulence. Et quand la zone de turbulence se prend, on peut vous donner à manger. Le président Kabila est supposé venir pendant le moment où il n'y a plus de turbulence. Qu'est-ce qu'il a entendu pour réviser la Constitution? La première des choses, il devait réviser la Constitution. Réviser la Constitution. Parce que la Constitution de Kabila, c'était une Constitution dangereuse. Ce n'est pas la Constitution de Kabila. Kabila l'a dit, c'est sa Constitution. J'ai la vidéo. Non, je dis ceci. Il l'a dit puisqu'il est le garant. Il était le surveillant de ces documents. Mais la Constitution est l'émanation d'un référendum. Vous comprenez? C'est-à-dire la Constitution appartient au peuple. 2. Monsieur Tchani, à qui on attribue la loi, vous dira que non, la nationalité congolaise doit être verrouillée. Il doit être de père et de mère au moment où, dans notre République, personne n'a le nom du père et de mère de l'autre. C'est chacun qui déclare, même devant l'état civil, même devant l'officier du ministère public. On vous demande le nom de votre père. Vous déclinez votre père, votre mère, lieu d'origine, je peux dire que je suis de Bolungu. Qui viendra me contester? C'est acté dans le procès verbal. Troisièmement, la preuve de la nationalité congolaise d'origine, selon l'article 42 de la loi 04, est établie par un certificat de nationalité. Que vous soyez originaire de père et de mère, on ne vous fait pas foi. Vous devez brandir un certificat de nationalité signé par le ministre des tutelles ayant la nationalité à sa charge, où il n'y a aucune procédure préalable, à part prendre le casier judiciaire, dont on ne vérifie même pas dans les registres si la personne a été condamnée. C'est-à-dire l'État, en cette situation, était dans la rue.
ça a accusé plusieurs faiblesses qui devront automatiquement être révisées. Merci. Autant donné que le pouvoir n'a pas pu réviser et que se trouvant en difficulté conformément à l'article 219 de la Constitution, puisqu'il y a un état de siège dont on ne peut même pas toucher la Constitution, ils veulent maintenant faire une loi qui précède la révision constitutionnelle en torse devant tout scientifique et juriste que je mets en cause. Merci, je veux... Une loi organique n'amène pas la Constitution à se conformer à elle, mais plutôt elle doit se conformer à la Constitution. Merci, Maître Armand Lokeka. Cette loi, en examen, sur le plan de droit, peut aujourd'hui, au moment où je vous parle là, subir une requête de contrôle a priori devant le juge constitutionnel, ça ne peut pas passer. Merci. Alors, M. Aristote Ngari, mais il y a autant de questions ici, les gens vous lancent des questions. D'abord, je suis à vous. Le Parlement a accepté que cette proposition soit alignée pour que les gens en débattent. Maître ici dit cette loi ne pouvait même pas être alignée parce que c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel, voulais-je dire. Est-ce au Parlement, il n'y a pas assez de juristes pour essayer de voir avec les manettes de la loi, dire que ça ne peut pas passer. De deux, quel est le bien fondé de cette loi? Parce qu'on dit que Kabila a fait en sorte que cette constitution soit votée de 2006 et cette constitution est dangereuse. Il faudrait verrouiller maintenant par rapport à cette loi. Maître Armand l'a dit aussi, écoutez, la Constitution ne pouvait pas gérer les pays même pendant une année. Je fais un effort de réfléchir comme un intellectuel. Ok. Je suis en califourchon entre la politique et l'intellectualisme. Ok. Je crois que ces débats méritent de faire l'objet d'un débat beaucoup plus intellectuel. De un, ce qu'il faut retenir, c'est un débat nauséabond qui pousse à vomir. C'est de la tricherie intellectuelle. C'est comme si vous mettez les curseurs sur un mauvais bouton et vous voulez obtenir un résultat positif. En réalité, Noël Tchani, c'est un homme à extirper dans la société, à extirper dans ces débats. C'est un homme à écarter parce qu'il est porteur d'un débat nauséabond. Et je vais démontrer. C'est un intellectuel qui réfléchit à haute voix. Je pense que il doit d'abord se démarquer dans son domaine de prédilection. Un jour, il m'a laissé entendre qu'il avait un plan Marshall pour sauver la République. J'aurais souhaité qu'il puisse se démarquer d'abord dans son domaine de prédilection, comme un économiste. Voter pour faire des propositions pour élever notre économie. De l'économie à une loi éminemment politique qu'il ne maîtrise presque pas, parce que je dis que c'est un homme très dangereux. Noël Tchani, c'est un homme très dangereux. Et il sera comptable de tout ce qui va arriver à la République. Noël Tchani sera comptable de tout ce qui va arriver à la République. Je ne souhaiterais pas évoquer ici l'ivoirité et d'autres cas que nous avons connus au niveau de notre continent. C'est un monsieur très dangereux. C'est un monsieur qui n'est pas structuré intellectuellement. Il peut être intellectuel, mais il n'est pas structuré. Donc c'est un monsieur très dangereux. On dit plutôt que cette loi va arrêter l'hémorragie que vous les perdez. Vous avez laissé à la République. C'est ce que les gens disent. Deuxième point. Savez-vous que ceux qui détournent le denier public sont des Congolais de père et de mère? Quelqu'un qu'on a donné, pendant le cas de 42 millions de rames, ceux qui ont bouffé l'argent des rames des Congolais, ce sont des Congolais de père et de mère. Vous en savez quelque chose? Est-ce que les gens ont bouffé l'argent? Vous en savez quelque chose? Parce qu'au Parlement, Parlement, on n'a pas retracé une ligne où on avait affecté ces fonds. C'était des Congolais de père et de mère. Ils ont volé 42 millions. Congolais de père et de mère. Mon estimé ici a parlé de Tchilégelou et tant d'autres projets détournés des Congolais de père et de mère. Savez-vous que ceux qui détruisent la République sont beaucoup plus des Congolais de père et de mère que des expatriés? Savez-vous que ceux qui ont construit le Congo, ce sont des Belges? Le Congo tel que pensé construit à ce jour, des routes que vous voyez là, des Belges qui n'étaient pas de père et de mère. Ils avaient eu l'idée de construire la RDC. Donc ce monsieur, il est très dangereux. C'est un monsieur qu'on doit très vite retirer dans les débats et le mettre hors d'état de nuire. Parce que tout ce qui va arriver à la République, il sera comptable. C'est par ce chemin que nous allons dire qu'il y a eu les désordres, les rébellions et ainsi de suite. Les différentes rébellions que nous avons connues dans ce pays, qui ont endeuillé les Congolais. Mais c'était des Congolais de père et de mère aussi. Donc, on ne peut même pas parler de ces débats-là, c'est un faux débat. Vous devez plutôt encourager Noël Tchani selon plusieurs sources, vous le perdez. Parce que vous avez nommé des gens
qui ne sont pas des Congolais à la tête de plusieurs... C'est pourquoi je vais aller beaucoup plus comme oui. intellectuel. Je recommande un livre à Noël Tchani, je sais que c'est un intellectuel, il a déjà lu ce livre, de Van Reybrouck. C'est un journaliste d'investigation belge. Il a écrit un livre sur les Congo. Ok. Très bon livre, connu d'ailleurs, je possède. Et dans ce livre-là, Van Reybrouck, le journaliste d'investigation belge, il était en train d'analyser les origines de chaque président de la République. Il est allé plus loin pour dire que même Lumumba n'était pas congolais au vrai sens du terme. Van Reybrouck, livre... Kassabou plutôt. Ah, Kassabou, merci. Des origines chinoises. Chinoises, voilà. Voilà. Chinoises. Je cite ici le livre Les Congo, Van Reybrouck. Vous allez, il va le comprendre. Vous allez encore plus loin si vous prenez par exemple Mobutu. Qui n'a pas entendu que Mobutu était centrafricain? On disait ici, Mobutu était centrafricain, bandit, tout ça, sa maman ou son père serait venu de l'autre côté, tout comme ça. On attribuait cette nationalité centrafricaine à Mobutu. N'en parlons même pas à Mouzé, on disait Zambien, à Kabila, n'en parlons même pas, on disait Kabila c'était un Rwandais, Burundais, tout ça. Le seul Congolais de père et de mère qu'on peut s'y poser, qui vient du centre, il s'appelle Félix Tshisekedi. Mais il a fait plus de 250 promesses aux Congolais à 3 ans de gouvernance, il n'a rien fait. S'il y a un président qui n'a rien fait en notre pays, c'est Félix Tshisekedi. C'est vrai ça? Pourtant, c'est le Congolais de père et de mère. Vous êtes sérieux? Je connais votre motivation de m'arrêter. J'ai posé la question. Je sais pourquoi vous m'arrêtez. Je sais. Je peux imaginer pourquoi vous m'arrêtez. Donc, le Congolais de père et de père, il s'appelle Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait de ces bijoux qu'on appelle les Congo? Lui, il vient du centre. Il vient du centre. Maintenant, au moment où nous sommes en train de parler, savez-vous que l'armée ougandaise contrôle le territoire de Bunagana? Zone tampon. Contrôlé par Bunagana, contrôlé par l'armée ougandaise. Alors, comment expliquez-vous un État moderne, un État sous Félix Tshisekedi, Congolais de père et de mère? À ce moment précis, Bunagana est entre de main de l'armée ougandaise, Congolais de père et de mère. Donc, c'est une loi inopportune qui n'a pas sa raison d'être. Il faut extirper cette loi, poser de vrais problèmes. J'ai dit qu'on a posé le curseur sur un mauvais bouton et on veut avoir des solutions. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut... Mais nous ne sommes pas les premiers, même ici à la Banque centrale, pour devenir... Ça, c'est Banque centrale purement technique. Ça, c'est une loi éminemment politique. Et d'abord, qui vous a dit que c'est politique? à la Banque centrale, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que vous voulez me dire... Parce que je ne sais pas si cette loi vise Moïse Katumbi. Les juristes de l'Union sacrée ont un problème. Je ne sais pas si cette loi vise... S'il vous plaît, est-ce qu'il peut continuer? Je ne sais pas si cette loi vise Moïse Katumbi, je ne sais pas. Vous voulez dire que Moïse Katumbi est consort et tout le métier. Parce que c'est facile de reconnaître un Congolais qui n'est pas de père de mère par sa peau extérieure. Parce qu'il est... Attendez, je vais juger en détail. Il y a des albinos à Mouchmaï. Alors, si quelqu'un fait une affaire avec un Brazzavillois, vous aurez du mal à reconnaître parce qu'il est de teint sombre, il est noir, vous n'allez pas reconnaître facilement. Vous aurez du mal à reconnaître. Mais parce que il est métier, ainsi de suite, il est de teint brun, peut-être qu'on peut dire, ah voilà, c'est facilement, on peut identifier. Ce qui revient à dire, ce monsieur est venu s'aimer la division avec sa loi. Merci. Merci. C'est un homme très dangereux. Merci, monsieur Aristote. Je pense que je ne saluerai plus ce monsieur. Merci, monsieur Aristote Ngaré, mais nous devons nous aimer, nous tous des Congolais. Il ne faut pas empêcher une proposition de loi d'être débattue, hein, surtout là où règne la démocratie, donc le palais du peuple. Alors, monsieur Noël Tchani a proposé une idée portée par le député Ntingi Pouloulou. Il y a ceux qui pensent, s'il vous plaît, il y a ceux qui pensent que c'est une belle proposition et également ceux qui pensent que cette proposition est anticonstitutionnelle. Le débat est lancé. Je vais revenir vers vous. Notez, vous allez répliquer. Alors, parlons de l'insécurité à l'est de la République, mais si elle est arriérée, vous pouvez les payer. Monsieur Mike Gardidiana, parce que monsieur Aristote a soulevé un point ici aujourd'hui, la RDC n'a pas le contrôle de ces territoires et provinces. Il semble que le M23 continue à imposer sa loi en République démocratique du Congo. Pensez-vous que Tshisekedi a échoué de ces côtés-là? Merci pour la question. Permettez-moi de faire une petite digression sur le premier sujet. Pas de problème. Je crois que dès lors qu'on commencera à mettre des lunettes d'ordre clanique, je ne parle pas politique parce que le sujet est politique. Okay. C'est-à-dire qu'on commence à
comment je vais dire, à segmenter les sujets en regardant avec le regard d'ordre clanique politique. On biaise le débat. Ok. Vous savez pourquoi? Ça veut dire, non, ben écoutez, Tshisekedi est du centre, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le pays. Si on aurait eu un communicateur de l'Union Puis sacrée... de 250 promesses, S'il vous plaît, on aurait eu un communicateur de l'Union sacrée, il vous dira, les Congolais aussi des pères et des mères ont parlé du contrat chinois. Et de là, on perd le débat. Vous voulez dire quoi là? Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas... S'il vous plaît, soyons calmes. Ne m'emmène pas sur Il ne cette faut pas terre-là. résister les démons. Je ne boxe pas dans cette catégorie. Ne m'emmène pas là-bas. Ok, pas de problème. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Ne prenons pas un problème intégral pour en faire un problème d'un régime politique. Je vous donne un exemple. Ok. J'estime, à mon sens, que si le régime Tshisekedi veut coincer Moïse Katumbi sur la question des élections, il y a plusieurs dossiers sur la table, notamment sur les questions d'ordre judiciaire. C'est vrai ça? Si. Ok. Je crois ici qu'il s'agit d'une proposition de Noël Tiani. Qui... Est-ce qu'il a été un ancien candidat? Parce que moi, je sais qu'on a volé ses dossiers, il n'avait pas déposé. Je ne sais pas comment il est devenu ancien candidat malheureux. Ça, c'est une question. Je n'ai pas de précision à ce niveau-là. Mais le vrai débat, c'est que quand vous regardez la cartographie, analysez les éléments empiriques, vous verrez que le Congo, dans cette mosaïque de plus de 450 regroupements, peu peuvent se réclamer naturellement d'origine congolaise. Il y a beaucoup regardé. J'aime l'analyse faite par Némoana Nsemi. Regardez ceux qui sont riverains de Centrafrique. Vous retrouverez, moi je connais même d'ailleurs, quelqu'un dont le frère est congolais, mais le grand frère est centrafricain. On est un État mosaïque où même dans la composition de l'État, si on remonte très loin, il y aura beaucoup qui auront des origines très lointaines, à l'exemple du livre qu'on vient de citer que je connais très bien. C'est-à-dire que le Congo, si vous remettez cette question-là, vous risquez de remettre sur la sellette une crise identitaire qui nous a toujours posé problème depuis un bon moment. Et aujourd'hui, j'ai dit bien, le postulat qui a conduit Noël Tiani à réfléchir comme ça, il est économiste, on le lui concède, il n'est pas politique, ça il faut le dire, parce qu'il pense que le fait qu'on parle de l'infiltration, aller dans ces sens-là, c'est résoudre le problème. Non. Les gens qui posent problème à la RDC sont connus et identifiables. Je ne vais pas être stigmatisant, mais dans ces pays ici, il y a une communauté à qui, généreusement, les Congolais ont ouvert la porte, qui ont accepté de devenir des Congolais, mais dont la notion du vouloir vivre ensemble pose encore problème. Vous faites allusion à Banyamulenge? J'aime pas être ségrégationniste. Non, moi j'en parle. Si, parlez-en, ça vous engage. Okay. Donc en gros ici, on ne peut pas vouloir résoudre un problème particulier en partant sur le général. Parce que si on est resté sur cette dynamique, la grande classe d'élite de l'époque, beaucoup, ou sinon en grande majorité certains, par acquisition, d'autres par, comment dire, comment on appelle ça? La notion m'échappe. Par association, par affiliation, avec des nationalités étrangères. On a des enfants nés des unions belges congolaises, on a des enfants nés de l'union congolaise française. Le Congo est une mosaïque dans le vrai sens du mot. Remettre à cette question, c'est pourquoi je vous ai dit il faut aller dans les particularités. Okay. Aller dans le sens général, ça a embrasé la République. C'est à ce niveau-là que moi j'estime que ces débats-là, le postulat est peut-être bon, mais la manière de faire ne l'est pas. Alors, avançons. Et ici, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème plus structurel. Alors, avançons. Un problème plus empirique que le problème... Merci. Merci, M. Mec. Sur la question de la sécurité. Tshisekedi a échoué ou pas? Il avait encore je vais juste apporter un élément. Là, je vais faire mon rôle. Je vais juste apporter une question d'information. Ok. Maintenant, à ces niveaux-là, on va essayer de déterminer les erreurs de Tshisekedi, si vous le voulez. La présence de la troupe ougandaise. Donnez-moi l'image de l'armée. La présence de la troupe ougandaise à Bunagana répond justement à la feuille et aux conclusions des différentes assises tenues à Nairobi avec les pairs de la sous-région. Cette force régionale qui arrive est une force aussi transitoire. Les zones occupées par le M23 seront provisoirement laissées entre les mains de la force ou le contingent de l'EAC, notamment le contingent ougandais, avant la reprise par le FARDC selon un délai. Selon un délai, mais j'ai suivi Ngoma qui dit si eux voient notre armée là-bas, ils vont répliquer. Je répète, l'idée c'était, puisqu'ils sont dans la dynamique de cessez-le-feu, parce que toutes les zones occupées par le M23 qui ont été appelées à se retirer, dès qu'ils se retirent, la zone sera provisoirement occupée par la force de l'EAC avant que le FARDC ne reprenne le contrôle.
Quand Ngoma le dit, c'est parce que l'agenda du M23, parce que en acceptant de quitter le Bunagana, c'est dans l'idée de pouvoir pousser la RDC vers une table de négociation. Ce que Kinshasa ne veut pas encore entendre. À ces niveaux-là, j'ai beaucoup de choses à dire. À ces niveaux-là... Au moment que Kinshasa refuse toujours à aller sur la table de négociation, pensez-vous que le M23 peut avoir encore la possibilité de chasser l'armée régionale pour récupérer Bunagana? C'est possible? Malheureusement, je ne suis pas devin. Je ne sais pas y aller dans ce sens-là. Seulement, le problème, c'est qu'à ces stades ici, moi, j'ai un problème dans les différentes conciliabules établies à ces niveaux-là. Je suis de ceux qui estiment que la posture de Kinshasa est compréhensible. On a longtemps fait de concessions avec le mouvement rebelle qui nous ont rien apporté, si ce n'est de la calmie temporaire et en maintenant justement des agrégats politiques et rebelles qui ont continué à s'en servir comme épée Damoclès. À chaque fois qu'ils ont besoin de réclamer quoi que ce soit, ils ressurgissent pour venir exiger des choses de la RDC. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de refuser de négocier. Maintenant, il faut changer de fusil d'épaule, il faut trouver un autre moyen de contrainte. La seule option qui est sur la table, c'est l'option militaire. On ne peut pas à la fois refuser de négocier, mais accepter les émanations des échanges qu'on a eu par voie interposée. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens qui croient naïvement peut-être à l'interventionnisme de la force de l'AESC, c'est que c'est une force qui vient juste en arbitre. Parce que la RDC, autant que le M23 par ses parrains, le Rwanda, sont considérés comme étant des protagonistes. Cette force-là ne pourra pas prendre parti pour l'un ou l'autre. En gros, ici, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'assumer. Les options levées ou les options proposées par l'autre protagoniste, Kinshasa ne veut plus entendre parler. Quels sont les leviers qu'on veut utiliser? Est-ce l'approche de Kinshasa par rapport à la gestion de cette guerre est la meilleure? L'approche de Kinshasa, j'ai toujours dit ça. Sur le plan militaire, il n'y a pas de résultat escompté. Sur le plan stratégique, ça nous a permis d'avancer. Avancer comment? C'est vrai ça? Oui. Okay. Avancer comment? Sur le plan stratégique, aujourd'hui, on a quand même su voir ce qui s'est caché derrière. Même si les différents rapports des Nations Unies nous ont toujours enseigné que le Rwanda était pour quelque chose, cette fois avec des éléments tangibles. La stratégie nous a permis de quitter cette guerre par procuration autrefois, cette fois par une guerre d'agression, par un État bien connu et identifié. Merci. Mais maintenant, sur l'approche, je chute juste par là. Maintenant, le problème, c'est que après cette dimension stratégique, il faut qu'il y ait des résultats d'ordre militaire. Et c'est à ces niveaux-là, je pense, je suppose peut-être naïvement, que l'option levée par le choix des animateurs et les changements au niveau de l'appareil militaire et sécuritaire peut nous laisser présager, s'engager directement dans l'option militaire parce que c'est la seule option qu'il y a si on ne veut pas continuer à négocier perpétuellement avec le M23. Merci. Et ça, il faut le faire. Est-ce qu'ils sont dans cette optique-là? Peut-être qu'on le saura dans les jours à venir. Merci. Mais je crois qu'à c'est ça d'ici, Kinshasa joue encore la gestion. Merci. Monsieur Delphin, je suis très content de ces plateaux, des hommes intelligents. C'est un débat technique. Vraiment, je suis ému. Alors, Monsieur Rodrigue Ramazani, il y a les avancées. Selon Monsieur Mike Gardidiana, l'approche est-elle quand même acceptable, vu qu'il y a les avancées? J'aimerais quand même dire quelque chose sur la loi Tchani pour chuter. Pour conclure, parce que j'avais dit que j'allais revenir sur les aspects techniques. Okay. À un moment donné, je suis souvent aussi les juristes de l'Union Sacrée évoquer cette histoire de la Banque Centrale, nous allons en parler. Techniquement, il semble que là-bas, il y a des postes verrouillés, il faut être congolais des pères et des mères, c'est fou. C'est une fausseté. Ce sont des gens qui n'ont jamais lu la loi du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Okay. Je dis bien, ils n'ont jamais lu parce qu'un Congolais qui a lu cette loi ne peut pas sortir des inepties de cette manière. La loi existe, c'est officiel, allez au journal officiel, lisez, arrêtez d'écouter Maître Pinda nous a dit ici que ça existe. Je vous dis que la personne qui a dit ça n'a jamais lu cette loi. Maître Pinda, oui, bon, si c'est Maître Pinda, je doute fort, parce que j'entends ça circuler sur les réseaux, mais je doute que ce soit Maître Pinda. Mais si c'est Maître Pinda, je lui inviterai de lire la loi du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Et en plus, il est allé loin. Il a évoqué une disposition, ce juriste-là de l'Union sacrée. Je doute fort que ce soit Maître Pinda. Merci. Mais il a évoqué l'article 40. L'article 40 de cette loi ne parle nullement d'un gouverneur de la Banque centrale qui doit être des pères et des mères. C'est une fausseté, alors une fausseté gravissime en termes de droit.
c'est pratiquement un danger juridique. Okay. Maintenant, techniquement, vous savez, les juristes de l'Union sacrée, ils évoquent la loi de 1984, de l'élection de 1984, pour asseoir l'ère argumentaire, comme quoi, à l'époque, pour être président de la République, il fallait être de père et de mère. Cette loi comme dénomination, la loi portant élection du président du mouvement populaire de la Révolution. Il faut avoir aussi la diachronique juridique. Mouvement populaire de la Révolution. Et cette loi a été écrite sous l'égide de la Constitution de 1967. La Constitution de 1967 n'avait pas donné des conditions pour être président de la République. Ça renvoyait à la loi l'organisation de ces conditions, d'où la loi de 1984. Mais faire cette comparaison, c'est pourquoi je parle des comparaisons qui sont dangereuses. Okay. Faire la comparaison entre la Constitution de 1967 et la loi électorale de 1984 et la Constitution de 2018, c'est très mal comprendre les choses. Dans la Constitution de 2006, pour être président de la République, c'est bien conditionné. Il faut être congolais d'origine, il faut, je crois les conditions c'est dans l'article 72, il faut aller les lire. Les conditions sont claires, mais je me limite à la condition de la nationalité. On a parlé du congolais d'origine. Et l'article 10 de la Constitution définit qui est congolais d'origine. Et de là, et par-dessus de tout, la Constitution de la République démocratique du Congo interdit des discriminations dans la loi. Et on donne même le prérogatif à l'Assemblée nationale de faire attention lorsqu'ils votent de loi que ces lois ne discriminent pas des Congolais. Et au-delà de ça, il y a les juristes au Parlement. Il y a les juristes au Parlement. Mbosso est entouré des hommes intelligents. Du fait qu'on a aligné cette loi, donc ils ont y à vérifier qu'il n'y a pas la violation quand même, M. Ramazani. Delphin, penser que ce pays est dirigé normalement, c'est être dans une fiction. Je vous informe, Félix Tshisekedi à lui seul renferme les 3 pouvoirs d'État. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif qui est bicaméral, mais lui, il s'encapare encore du pouvoir du gouvernement parce que dans son cabinet, il a un gouvernement parallèle qui conduit les politiques publiques d'État. Ça va ça Oui. Okay. Mais dites-moi, par quelle magie le cabinet du président de la République a élaboré le projet 100 jours? Par quel mécanisme ils conduisent des projets 100 jours? Vous êtes un peu passéiste. Les conseillers, nous apprenons même que les conseillers ont eu la même mise sur le fonds public de l'État jusqu'à les déterminer. Là, vous êtes un peu passéiste. Et 3, non, laissez-moi finir, je sais pourquoi vous voulez m'arrêter. Aristote avait raison. 3, le 3e point. Le Félix Tshisekedi, lui, il a même le pouvoir judiciaire. Parce qu'il peut accorder en même temps, par son influence, des libertés provisoires, des libertés conditionnelles et des acquittements à ses collaborateurs. Écoutez, arrêtez d'être dans une fiction, ces pays, le pouvoir est concentré, rien que la personne du président. Mike Gardidian a dit il y a les avancées, l'approche est quand même acceptable. Tu ne veux pas que je termine sur le plan technique. Allons sur la question sécurité. La question de l'Est. Vous savez, Marc Gardidian, il est libre de voir des avancées. Oui, il est libre de voir des avancées, mais de quelles avancées on parle? Marc Gardi a semblé frôler, il n'a pas voulu dire la vérité. La vérité est que sur les négociations entre le gouvernement et les M23, la vérité est qu'il y a eu un communiqué de l'armée ougandaise après leur accession à Bunagana. Ils ont dit qu'ils sont là en mission de maintien de paix, le temps que les négociations qui se font entre le gouvernement congolais et les M23 se terminent. Le gouvernement doit nous dire la vérité, c'est ça, c'est là où il faut appeler le gouvernement à dire la vérité à la population. Ils ont traité les M23, écoutez, ils ont traité les M23 des terroristes. Nous tous, nous avons soutenu, moi, mon parti, nous avions marché dans ce pays pour soutenir les FARDC, combattre ces M23 parce que nous estimons que ce sont quand même des terroristes et que nous ne pouvons pas les accepter. Aujourd'hui, nous apprenons par un communiqué officiel de l'armée ougandaise qui est entré à Bunagana que le gouvernement du Congolais négocie avec les M23. Et jusque-là, le gouvernement congolais doit nous préciser qu'ils arrêtent à mentir à la population. Il y a un communiqué, j'insiste, de l'armée ougandaise publié, je crois, le vendredi. Il publiait le vendredi et aujourd'hui, le gouvernement doit nous fixer. Donc il n'y a pas les avancées. Même aujourd'hui, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière M23. C'est la diplomatie agissante. J'arrive sur les avancées. Je tiens aussi tout en respectant la position. Lui, il est analyste, il est journaliste. Nous, on est politique. Je tiens à révéler quand même que dans ce pays, à un moment donné, nous avions vu le Conseil de sécurité des Nations Unies condamner le Rwanda.
infligeait des sanctions au Rwanda pour l'agression en République démocratique. Aujourd'hui, c'est pas le cas. L'Ouganda s'est retrouvé condamné pour son incursion en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nouveau en fait. Félix Tshisekedi n'invente pas la roue. Ce n'est pas de prouesse. Ce n'est pas de prouesse. Ce qu'il faut dire. C'est du déjà fait. Ce n'est pas nouveau. Tout Congolais, en tout cas tout Congolais averti, c'est que le Rwanda agresse le Congo plus de 20 ans. Quel est l'élément palpable? On attend parce qu'il y a une décision de Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda. L'élément palpable existait. Félix Tshisekedi, ce qui est vrai, qu'il a échoué sur tout le plan. Il a conduit mal les questions de politique d'État. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation d'agression par lui, l'absence de connaître les vraies questions d'État, par sa manque de la conduite effective des questions sécuritaire d'État, il a commis beaucoup d'erreurs et aujourd'hui nous sommes dans une situation compliquée. Merci. Et laissez-moi 5 secondes. Laissez-moi juste, vous m'avez posé la question sur les avancées, je n'ai même pas donné ma position sur la question sécurité. Donc, pour conclure, il n'y a pas eu d'avancée. Le Rwanda est toujours reconnu comme un pays agresseur. Par contre, il y a eu beaucoup d'erreurs. Vous pouvez imaginer qu'il y a un rapport, je crois, du juin 2020, des experts des Nations Unies qui nous ont clairement dit que l'Ouganda et le Rwanda sont derrière les M23. Et d'ailleurs, l'Ouganda avait facilité la chute de Bunagana. Par quel miracle l'Ouganda s'est retrouvé dans le contingent de l'EAC qui allait venir? Et de l'autre côté, on a estimé qu'il était bon de mettre de côté le Rwanda. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de la clarté. Je crois Diana l'a dit, là au moins je partage son avis. Il a dit qu'il y a un problème de la clarté dans la conduite de ces questions. Quelle est la politique mise en place pour que nous puissions trouver la solution? Est-ce que la politique est militaire? Est-ce que l'option qui est levée est diplomatique? Dans l'option diplomatique qu'ils ont levée, ils n'arrivent pas à donner des résultats comme il se doit parce que dans les négociations, le Congo apparaît de temps en temps perdant, en commençant de Luanda jusqu'à Nairobi. Merci. Même sur l'option militaire, on n'arrive pas à dégager je vais revenir vers vous cohérente pour finir avec cette histoire de M23. Mais les Congolais doivent retenir que le gouvernement en cet instant est en train de négocier avec les M23. Et j'invite le gouvernement à informer la population congolaise conformément au communiqué publié par l'armée ougandaise. Maître Ramazani, vous avez les habitudes du FCC de glisser comme en 2016. Je vais vous donner la parole. Alors, Maître Armand Lokeka, j'ai dit un message. S'il vous plaît, Monsieur Delphin, l'opposition doit comprendre que les pays a des problèmes. Nous devons nous souder comme les Français les font. Tshisekedi, c'est notre frère. Attaquons d'abord l'ennemi. Les reste après. Alors, Maître Armand Lokeka, est-ce vrai que Tshisekedi est en train de payer le prix que le régime Kabila avait laissé? Donc, on ne peut pas terminer une guerre dans 2 ans, comme les gens du pouvoir le disent. Donc, il faut quand même essayer un peu de se préparer avant d'y aller. Il y a quand même les avancées, comme M. Gardi a dit. Oui, moi je ne suis pas dans cette option de trouver avancé ou pas avancé. Mais moi j'ai commencé toujours à imaginer, à vous dire que M. Kabila a non seulement qu'il a péché en ratifiant l'accord de EAC qui avait été refusé depuis 2013. Mais c'est Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi. Vous aimez trop Kabila, enfin. Oui, mais c'est un très bon signe. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui. C'est un nationaliste. C'est un monsieur qui a des vertus personnelles acceptables. J'aime beaucoup, donc ça n'a pas de problème. Des vertus personnelles. Oui. Monsieur Tshisekedi a d'abord péché à commencer à ratifier dans cette histoire de EAC, qui avait un plan politique déjà parti du préambule de ce document. Vous lisez, on vous parlera de la création d'une fédération politique. Au 5e paragraphe, avant la fin du préambule, je me pose la question, et j'ai posé la question aux conseillers, ceux qui ont amené ces documents sur la table du président, qu'est-ce qu'ils ont donné comme sens sur la fédération politique des États membres? Les États membres peuvent créer une fédération politique. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Quel sens ils ont donné au président de la République par rapport à ces concepts? Puisque aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vivre une fédération politique où la République n'aura pas même mise sur la gestion. Parce que déjà, Bunagana, récupéré avec un autre drapeau, une autre armée, gérée sous le commandement d'une autre administration, automatiquement l'administration de la République du Congo, le président de la République n'a plus la même mise là-bas. Il n'a plus l'armée, il n'a plus l'administration.
C'est pas lui qui nomme. Mais c'est grâce à sa politique qu'on a récupéré quand même. Il y a ce qu'on appelle zone tampon. C'est son intelligence. Vous m'avez dit sur ce plateau avec les communicateurs de l'Union Sacrée que le président a refusé les zones tampons. Je leur ai dit non, vous n'avez pas bien lu. Zone tampon n'est qu'une politique de barrière pour l'interdire que voilà, cette zone tu ne vas plus gérer, tout simplement. Et c'est une zone qui doit être gérée communément par les États membres, qui sont les États de l'Est, qui avaient envié depuis bien longtemps de gérer la zone. Et toutes les fois qu'ils récupèrent de zones ou de villages, de villes, c'est à ce moment-là qu'ils vont dans une négociation. Et je l'avais dit, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier avec l'M23, mais négocier avec le Rwanda? Vous avez répondu sur ce plateau que c'est plus que le Rwanda qui appuie, qui a mis son armée. Aujourd'hui, nous revenons, comme l'a dit mon frère, ils ne sont plus terroristes. On doit négocier avec les terroristes. Et tous les conseils que nous avons toujours donnés à ce régime, pourquoi le régime n'est pas attentif? Et très souvent, ils ont la chance qu'on soit invité dans leur chaîne de télévision. Pourquoi n'avait-il pas négocié? Il y a M. Ngoma qui est congolais. Sur une troupe d'armée de 500 militaires, et il y a 5 Congolais qui sont là. Pourquoi ne peuvent-ils pas être utiles? Pourquoi les 5 Congolais ne peuvent pas être utiles? Pourquoi avoir fui l'M23 et aller négocier avec le Rwanda qui n'a jamais accepté et qui n'a jamais cédé, qui n'a jamais réalisé un seul arrangement? Vous venez de signer à Luanda, il vous dit non, c'est pas mon problème. C'est entre les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs, ceux qui commanditent sont à Kinshasa. Ça, c'est le Rwanda. Vous allez à Nairobi, il vient, il tient un point de presse. Nous, le Rwanda, nous sommes innocents dans tout ce qui se passe au Congo. Le Congolais doit finir leur problème. Vous passez de vol, de frais d'émission, vous prenez des hôtels, vous allez négocier avec le Rwanda qui vous dit toujours qu'il est innocent. Vous invitez les présidents étrangers. Donc vous ne voyez pas les avancées. S'il vous plaît, vous invitez les présidents étrangers, vous attendiez que le président français devrait condamner le Rwanda. Et si nous l'avons appelé, c'est pour entendre son cri. Qu'est-ce que la France va dire aux Rwandais? Le pape vient ici, on dit non, nous avons invité le pape sur le plan politique pour que le pape dise un mot sur la guerre de l'Est. Nous sommes allés très loin en prenant une position de victime, autant que ce sont nos propres erreurs. Parce qu'aujourd'hui, le communiqué est clair. Le gouvernement congolais doit négocier avec le M23. Va-t-il le faire? Et aura-t-il le pouvoir de nous dire qu'ils ne sont plus terroristes? Négocier selon nos conditions. S'il vous plaît. Va-t-il nous dire qu'il n'est plus terroriste? Quel est cet État au monde qui est attaqué par les terroristes qui a négocié? Nous serons les premiers. Nous serons le premier pays de négocier avec les terrorismes ou les terroristes. Merci. Et Alors, ça, non, vous m'arrachez la parole. s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Non, mais vous me donnez peu de temps puisqu'on vous a soufflé. Non, vous avez suffisamment parlé. Je le dis en rapport avec le zone tampon. 5 secondes. Aujourd'hui, nous vous avons dit que c'est une forme de balkanisation qui ne veut pas dire son nom. Pour autant que la balkanisation politique, c'est le retrait d'une souveraineté. On vous retire une souveraineté dans votre parti, on vous retire une souveraineté. Et demain, qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour l'intérêt de l'unité africaine, l'article 217 de la Constitution de la RDC doit être mis en pratique. Et l'on vous dira quoi? Le président de la République peut céder une partie de la souveraineté pour l'intérêt. Non, c'est ça les pièges dans la Constitution de Kabila. Nous avons tout dit, pas Kabila. Non, il avait dit. Et aujourd'hui, tu as parlé de les effets de Kabila. Non, même aux États-Unis, Trump avait laissé des erreurs sur la table. Le président actuel ne dit pas que non. Si je suis en échec, c'est parce que j'ai trouvé 2 signatures de Trump sur la table qui ne me permettent pas de gérer. Merci. Donc, automatiquement, le président Tshisekedi doit s'assumer devant toutes ces erreurs que nous venons tout le temps ici crier. Apparemment, nous crions en vain, puisque ce qui On l'entoure. vous écoute, voilà pourquoi on vous invite. Alors, monsieur Aristote Ngarime, au cadre du PPRD, est-ce vrai le régime Tshisekedi tâtonne encore sur la question de l'Est? Très cher journaliste, Ok. je préfère marquer un grand divorce entre moi et mes co-débatteurs. Pas de problème. Parce On vous qu'on écoute. a fait un débat cérébral, Ok. intellectuel, qui se rapporte au cerveau. Maintenant, je vais faire un débat politique pour responsabiliser quelqu'un Pas de problème. de tout ce qui arrive. Je vous ajoute les ministres. Je vais faire un débat politique maintenant. D'abord, estimé compatriote, vous avez raison quand vous avez dit que M. le Président de la République gère tous les pouvoirs. Il a les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, il gère. Et en sciences politiques, quand un individu gère tous les 3 pouvoirs, c'est un dictateur. Vous dites? En sciences politiques, quand un individu a le contrôle de tous les pouvoirs, on l'appelle un dictateur. Quand il a la même mise sur les parlements.
le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Il est les garants de la nation. Je dis que, écoutez, quand tu ne favorises pas l'indépendance, le principe sacro-saint de Montesquieu, c'est un dictateur. Donc, vous avez voulu dire en d'autres mots que le président Félix Tshisekedi, c'est un grand dictateur parce qu'il ne laisse pas la liberté de chaque pouvoir, de chaque entité de fonctionner. Okay. Premier élément. Deuxième élément. Je connais ce que c'est l'État. Il m'est arrivé de lire ce que c'est l'État, de faire des recherches sur ce que c'est l'État. Depuis le 24 octobre 1648, quand on a institué l'État dans la conception européenne, par les traités de Westphalie, on a institué l'État. Ce qui se passe à l'est du pays, ça signifie que l'État congolais sous Félix Tshisekedi, c'est un État fragile, c'est un État failli, c'est un État agonissant, c'est un État atteint de VIH, qui présente plusieurs symptômes. C'est ça l'État congolais. Donc, les 37 ans de l'opposition, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir et nous présente un État failli et fragile. Il n'a aucune recette pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Il y a les avancées selon M. Mike. Permettez. Il n'a aucune recette pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Donc, je connais ce que c'est l'État. Ça, ce n'est pas un État. Où une localité est gérée par une armée étrangère. Une localité gérée par une armée étrangère. Régionale. Je parle étrangère. Okay. Je fais référence à l'armée ougandaise. Ça, c'est très grave. Et on a interdit à notre armée d'y accéder. L'armée congolaise ne peut pas. C'est quand même très grave. Donc ça, c'est un État fragile. C'est un État agonissant. On a perdu le sens de l'État. Il faut refaire l'État. Félix Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il continue à être fier d'être président? Vous avez les yeux, mais apparemment vous ne voyez pas. Alors que l'armée ougandaise fait la loi là-bas, c'est extrêmement grave. Troisième élément. Okay. Qui vous a demandé d'aller poser votre signature à l'EAC? Qui vous a envoyé à l'EAC? L'EAC, c'est une organisation sous-régionale. Je sais aussi ce que c'est une organisation sous-régionale, régionale et continentale. Je fais des recherches là-dessus. Le fait d'aller intégrer l'EAC, c'est comme si Félix Tshisekedi a pris l'État congolais, il a jeté dans la gueule de loup. Lutundu a parlé des avancées aussi, de ces côtés-là, l'importance d'aller là-bas. Je vous parle comme je connais. Le plan commercial aussi. Je connais EAC. Il t'avait déjà averti qu'il parle comme politique. Ce n'était pas important qu'on puisse aller adhérer à l'EAC. Si Mobutu ne l'a pas fait, c'est pas parce que Mobutu n'était pas intelligent. Si Mouzé ne l'a pas fait, c'est parce que Mouzé n'était pas intelligent. Si Kabila ne l'a pas fait, c'est parce que Kabila n'était pas intelligent. Comment est-ce que vous nous amenez à l'EAC? Qui sont le vrai fondateur de l'EAC, le père fondateur de l'EAC? Quels sont les objectifs de l'EAC? C'est extrêmement grave. Il ne fallait pas y aller. Moi, j'estime, toute affaire cessante, il faut d'abord quitter l'EAC. C'était pas bon. Vous y allez comme ça, l'EAC. C'est pas encore tard. C'est une organisation sous-régionale créée par des ennemis anthologiques, de ceux qui cherchent à fléchir l'État congolais. Le Congo, vous y allez comme ça, aveuglément, et vous ne gérez pas des organes au sein de cette organisation. C'est extrêmement très grave. Pour chiter. 5 secondes. Pour chiter. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est ça la balkanisation sous d'autres noms, sous d'autres formes. C'est la balkanisation. Donc il faut retenir, peuple congolais, même à titre posthume, il faut le retenir, s'ils ne sont plus vivants, il faut le retenir, que c'était sous le régime de M. Félix Tshisekedi et IDPS qu'on a avancé avec la balkanisation. C'est sous le régime de M. Félix Tshisekedi où une armée étrangère a pu gérer une localité sans le concours de l'armée loyaliste. Donc la balkanisation est visible et réelle. Merci. Pire encore, plus de 4 forces armées sur le sol congolais. Donc c'est tout ce que M. Félix Tshisekedi avait quand il était dans l'opposition. C'est tout ce qu'il avait comme responsable. Merci M. Aristote Garimé. Écoutez, je termine avec cette phrase que vous n'aimez pas. Je termine avec ça. Sentez-vous à l'aise. La démocratie va y IDPS, c'est une erreur de parcours. IDPS, c'est une parenthèse politique malheureuse qu'on doit très vite fermer pour penser à des choses sérieuses. Merci. Je veux revenir vers vous. Je vais vous donner une minute comme mot de la fin. Il y a un message ici. Monsieur Delphin, ce débat est interdit au cardiaque. Ce qu'on lit au Tondite Koyati. Voilà, monsieur Mike Garidana, je vous donne 1 minute 30 secondes. On retient quoi par rapport à la première thématique et la deuxième? Qu'est-ce qu'il faut faire? Impossible de dire le tout en 1 minute. Je veux choisir une seule thématique. Je reste sur la question sécuritaire. Je vous donne 2 minutes. Vous savez, j'ai entendu le co-débatteur. Je crois qu'on ne peut pas empêcher aux gens. Ils sont politiques avant tout, avec de grandes responsabilités. Seulement sur la question de l'Est,
Est-ce que tu sais qu'il a commis des erreurs? Oui. Beaucoup d'ailleurs. Autant que ses prédécesseurs ont commis autant d'erreurs sur la question de l'Est. La seule chose, je dis bien la seule chose, moi qui me pousse à être juste dans cette question, c'est que la dynamique dans cette spirale de l'Est, c'est quoi la recette? On revendique, on intègre le pouvoir central et les autres institutions, l'armée et autres, on vit une certaine accalmie. Dès que le cercle du pouvoir change, on renégocie nos positions, on revient sur la même recette et puis vice-versa, on continue comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais sont encore à même d'entendre que le gouvernement a décidé de se mettre autour d'une table, discuter avec le Rwanda ou le M23? Pour moi, c'est pareil. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit que cette guerre autrefois par procuration est aujourd'hui, au regard de certains considérée comme une guerre d'agression parce que l'État voisin qui agit par force interposée et cette fois de manière directe et a quelquefois fait des aveux. Est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent encore tolérer que l'État congolais se retrouve d'une table pour discuter et négocier? C'est quoi les objets de la négociation? Est-ce que vous pensez que toutes les négociations faites avec le M23, j'ai dit bien pas le Rwanda, le M23 jusqu'aussi notamment les derniers accords qui nous ont amenés à Addis Abeba, n'étaient pas aussi des accords de nature à brader la souveraineté? Je crois oui aussi. Mais maintenant le problème c'est qu'à ces niveaux ici, c'est là où la responsabilité de Félix Tshisekedi est plus grande et double à mon sens. Ok. Il a décidé de prendre cette posture-là, il dit bon écoute, on a assez négocié, on ne va pas y aller. On le comprend. Mais maintenant le problème c'est que la nature a horreur du vide. Quant à l'envers de la négociation, vous ne voulez rien faire, la situation va s'empirer. Et je ne suis pas sûr qu'il fait rien. La décision de prendre des têtes, je sais que lui, il est peut-être encore, il croit sur le management des gens. Les têtes qu'il met pour cette question-là peut traduire l'esprit dans quoi il est. Okay. Mais encore faudrait-il que ces gens-là apportent la solution réelle. Ça, c'est subjectif. On ne peut pas qualifier les infractions avant les actes. Il y a des signaux qui nous prouvent à suffisance qu'il veut prendre une dynamique. À ces niveaux, moi, vraiment peut-être à mes co-débatteurs, moi, je lui accorde les bénéfices du doute. Okay. Au regard du caractère très traditionnel de cette guerre, qui dure depuis des décennies, je ne suis pas sûr que changer des fusils d'épaule et changer des stratégies, c'est mettre à dos non seulement la communauté internationale, mais également, comme ils ont dit ici, cette communauté sous-régionale qui l'ordre sur la RDC, je ne pense pas que c'est une bataille facile. Merci. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est à lui de se ressaisir sur quelques effets qui se sont passés. Si je vous dis que même l'EAC, je l'ai dit dans l'entame, le besoin d'occuper cette place-là, comme ils le disent dans le communiqué, qui ne dit pas qu'on gère, on met le drapeau, l'idée, c'est on veut aller vers une dynamique de cesser le feu et on veut que la RDC négocie finalement avec le M23. Le M23 a depuis un certain moment pris l'option de ne pas respecter le cessez-le-feu. Pris non pas avec la RDC directement, mais avec le groupe des États qui préside à ces négociations. Faisons un pas pour pousser. Merci. Notre protagoniste aussi à faire un pas. Merci. C'est-à-dire, l'idée c'est, bon, le M23 qui d'abord, nous on reste là, on occupe. Mais le souci, c'est que la RDC finisse par négocier, c'est-à-dire accepter le terme de proposition faite par le M23. Merci, c'est là où Kinshasa bloque encore. Merci. C'est là où j'ai dit, moi, j'ai lu encore le bénéfice du doute parce que cette guerre-là, dans sa nature complexe, le Congo a déjà été plusieurs fois occupé par le M23. Et si, en 2013, la dernière en date, mais maintenant le problème c'est qu'il faut voir plus long que le bout de notre nez. Il faut faire en sorte de résoudre ces problèmes de manière définitive. Moi, j'ai lu accorde le bénéfice du doute. Merci. Alors, maître. Moi, j'ai lu accorde le bénéfice du doute. Il fallait commencer par ceci. Il faut quand même croire à ce que Tshisekedi pense. Il veut mettre fin à cette situation. C'est la conclusion de M. Bardedian. En fait, le président de la République a beaucoup de volonté. La volonté, en tout cas, il en a. Okay. Ce qui lui manque certainement, c'est le moyen politique pour y arriver, mais aussi la manière de faire. Vous, l'opposition, vous ne l'aidez pas aussi. Bemba va l'aider. Okay. Il a beaucoup de collaborateurs, mais à la fin des comptes, vous allez comprendre que, après analyse, parce que vous dites qu'il faut l'aider, Diana ajoute que Bemba va l'aider. Est-ce que le problème, ce sont ses collaborateurs ou bien le problème, c'est le président de la République lui-même? Comment ça?
Il a eu des cerveaux dans son cabinet. Ils étaient à peu près à 1000 et quelques membres de cabinet avant qu'ils puissent changer. Il a eu des membres du gouvernement. Moi, je connais des qualités qu'il y a dans ce gouvernement aussi. Même le gouvernement Sama 1. Moi, à la fin de compte, parce que je vous ai expliqué ici que le président de la République renferme à lui seul de 3 pouvoirs. La conséquence est logique que les problèmes de ce pays s'appellent Félix Tshisekedi parce qu'il engage mal les questions d'État. Apparemment, vous dites la même chose. Le problème de ce pays, j'ai expliqué ici, sur le plan historique, lorsque vous avez des dirigeants qui ne maîtrisent pas l'histoire du pays, ils vont ressasser les erreurs du passé, les remettre dans le surface. Lorsque vous avez des dirigeants qui ne maîtrisent pas la géographie du pays, ils vont prendre des problèmes du pays mal orientés, mal orientés. Merci. Le problème aujourd'hui, moi apparemment tu me donnes que peu de temps pour conclure. Je vous avais donné une... Le problème aujourd'hui, il faut trouver une alternative. La solution au problème. Félix Tshisekedi, parce qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y avait aucun projet politique, il n'y avait aucun programme politique. Il y avait des programmes et des projets. Je peux vous l'envoyer même. Une idée. Il faut trouver aujourd'hui une idée. Une idée et l'envoi se présente comme une alternative. Avec le projet de la refondation du Congo, qui est un projet rassembleur, un projet ambitieux pour fédérer les Congolais porté par un candidat. Délice, c'est ça. Maître Armand Lokeka, on retient quoi? Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Nous retenons une chose. La proposition de loi attribuée à M. Tchani est unique et c'est une proposition soumise à une procédure viciée qui viole la Constitution de la République. Si nous avons du respect envers cette République, nous devons respecter la Constitution, qui est l'expression de tout un peuple, le garant ou la garantie respecte bien la Constitution, la démocratie. Donc ne parlons pas de Mbosso, parlons de la Constitution. Ils ont aligné cette loi. Et ils respectent la Constitution. Ce Parlement, Mbosso l'a dit que je suis ici pour le chef de l'État. Mbosso n'est pas là pour le peuple. C'est vrai ça? Mbosso l'a dit devant tout le monde. Il n'y a pas de Parlement. Je suis ici pour le chef de l'État. Mbosso n'est pas là pour le peuple congolais. Il est fictif. Il a dit ça. Donc, je conclue en disant, sur le plan de sécurité, le président de la République est le responsable. Il a trouvé de ravin en RDC. Il a trouvé que la 10e mairie limitée n'avait pas de macadam, il a mis de macadam. Il n'a pas imputé à Kabila. Donc c'est de la même façon qu'il ne peut pas imputer à Kabila les accords dont il doit s'assumer en tant que chef de l'État. Et il continue à enliser le peuple, le pays, en prenant des accords de pareil. Nous donnons un conseil, il est temps qu'il se délie de cet accord pour que le pays revienne dans une procédure normale et qu'il prenne une diplomatie martiale où il peut coopérer avec des États. S'il n'a pas une armée, il peut faire des accords avec d'autres États pour avoir un soutien. La diplomatie qu'il a engagée n'a rien produit jusqu'à preuve du contraire. Il faut aller maintenant sur les actions concrètes, c'est-à-dire la guerre sur terrain. Merci. Je vais donner les mots de la fin à M. Arissot Ngareme. Exceptionnellement, le 6 avril, journée du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Parce que vous avez déjà conclu l'émission avec cette question. Je vous donne 30 secondes. Je termine. 30 secondes. Je vous ai posé une vraie question, M. Ngarime. Très cher journaliste. L'armée ougandaise, lors de son retrait à Kisangani, cette armée avait volé les chèvres, avait volé des poules à Kisangani. Parce que c'est une armée indisciplinée, une armée de barbares, une armée moins professionnelle. À Kisangani, l'armée ougandaise a volé les chèvres. Renseignez-vous. Ce qui revient à dire, permettez, ce qui revient à dire que aujourd'hui on laisse la localité de Bunagana entre une armée qui avait volé les chèvres à Kisangani, c'est pour piller Bunagana, c'est pour voler à Bunagana, c'est pour tout faire. Ils sont venus avec des tracteurs, avec des sacs. Ils vont piller nos minéraux. L'armée ougandaise, ils sont venus avec des sacs, c'est vrai, des sacs, des tracteurs, des conteneurs à Bunagana. Ils ont amené des conteneurs. Cette armée va continuer à piller à Bunagana. Parce qu'à Kisangani, nous avons vu, on a volé les chèvres à Kisangani, armée ougandaise, une armée indisciplinée. Donc aujourd'hui, le plus grand responsable, il a un nom, le plus grand responsable s'appelle M. Félix Tshisekedi à cause de ses mauvaises décisions politiques et sécuritaires. Aujourd'hui, nous avons l'armée ougandaise de la localité de Bunagana. Cette armée est en train de voler des
Merci. avec des tracteurs. Calmez-vous. Il y a un responsable. Merci. Je serai injuste si je ne vous donne pas 30 secondes. Vous terminez. Oui, en fait, s'il vous plaît. oui. Calmez-vous. Si tu donnes 30 secondes, tu Calmez-vous. donnes 30 secondes. Calmez-vous. Je suis S'il vous plaît. Ça S'il vous se plaît. fait dans société débat. civile. On a clôturé les débats. Je suis C'est la société société civile. civile, quand même. Il peut terminer. C'est sur un autre sujet, ne vous en faites pas. C'est une autre chose. S'il vous Si vous plaît. donnez une minute à notre co-débatteur, Ouais, ouais. vous donnez sur les 1 minute. Calmez-vous. D'accord. Merci. J'attends. En fait, c'est pas question de coloration, ne vous en faites pas. Avant, quand vous étiez au pouvoir, on me disait que j'étais du FCC aussi. C'est la société civile. Je vous donne la parole. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que on veut parler de cette question de l'Est. Les malheurs, c'est des transposés. C'est-à-dire, les hommes changent, les éléments de langage restent le même. C'est-à-dire que Aristote Ngari est en train d'utiliser le même argument qu'on a coulé sur la tête des Kabila, qu'il est en train d'utiliser sur la tête de Tshisekedi. Et à mon sens, cette approche ternit les belles minutes de débat qu'on a eu ici. Si vous pensez que la question de la guerre de l'Est est une question d'individu, Pourquoi vous l'avez donné 1 minute? Merci. Pourquoi vous l'avez donné 1 minute? Merci. Non, Ça c'est n'est pas plus pour ça. pour aujourd'hui. C'est C'est la pas pour ça, dictature c'est de pour l'émission. autre chose. C'est la dictature de l'émission. Nous sommes des Merci. politiques. Ça n'est fini pour aujourd'hui. c'est justement pour Sur ça ce qu'on vous a plateau, refusé j'étais avec Aristote Ngarimé, au cadre du PPRD, Monsieur Rodrigue Ramazani de l'Envol, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple, Monsieur Mike Gardidiana, analyste politique. Suivez la rediffusion à 22h. Restez dans nos programmes. Au revoir.